les rudesses de l'hiver canadien. Elles sont redoutables. Ici David Bocage, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une magnifique semaine, peut-être débute-t-elle si vous écoutez ceci un lundi en nos fameuses journées de sortie. Toute une semaine cette semaine en vue pour plusieurs raisons. Tout d'abord, et je parle évidemment là, de la date de sortie publique, c'est-à-dire la même semaine que la Coupe des 4 Nations, n'est-ce pas, où du hockey redoutable sera joué. Peut-être êtes-vous dans les chanceux qui ont ces rares billets Canada-USA d'une valeur de $2000. Et donc, tout d'abord ça, très hâte de voir ce best on best, hein, ce tournoi qualification-là de pré-olympique. Après les Olympiques, évidemment, je crois, sont la seule chose qui, peut-être la seule chose qui tient Sidney Crosby en vie dans cette équipe des Pingouins en complète déflabac. Et également, cette semaine, c'est la Saint-Valentin et je vous en parle pour la simple et bonne raison que je suis seul. Yeah, seul. Oui, donc, en fait, les amis, je parle de ça parce qu'à l'année passée, j'avais posté une chanson intitulée Seul, parce qu'il y a jamais assez trop de répétitions pour mettre l'emphase sur un point, pour faire un point. Et ce petit vidéoclip blague que j'ai fait avec mon ami Rolly Assal est en nomination aux Oliviers. Donc, je le mentionne pour féliciter et remercier Rolly d'avoir réalisé la capsule. Et j'ai enregistré la chanson avec mon bon ami Pierre-Yves Roy Desmarais. Donc voilà, donc vous pouvez aller voir ça, les nominations aux Oliviers. Et je suis également nommé dans Découverte. Cela dit, je peux vous dire tout de suite, c'est Mégane Brouillard qui va gagner. mais bref, je voulais juste remercier tous les gens qui ont regardé la capsule seul et qui a roulé. Ça a été franchement plaisant. Et si vous êtes seul en cette Saint-Valentin, c'est une bonne manière de se réchauffer le cœur. Pendant que vous commandez du take-out à la maison. Donc voilà. Sinon cette semaine également les spectacles s'en viennent. Je le dis parce que ma première approche à grands pas, les amis, ça va vite. On est en train de sortir de la pré-production présentement avec Pierre-Yves Roy Desmarais. Pré-production, c'est tout ce qui est l'éclairage, les cues, le décor, costume, tout ça. Et je le mentionne parce que honnêtement, c'est absolument grisant comme processus. Je suis à la fois exténué dans ma semaine de pré-prod parce que c'est des très, très grosses journées. Mais le spectacle, je le mentionne parce que je sais qu'il y a peut-être des gens ici qui ont vu le spectacle en rodage, mais là, vraiment, je pense que le spectacle prend une grosse coche avec tout ce qu'on a rajouté. Si vous avez vu le spectacle, déjà, vous dites, OK, je pense que ça va comme changer de 5%. Non, détrompez-vous, il y a carrément des nouveaux numéros, des nouvelles chansons, il y a eu vraiment du remaniement et plus tout l'habillage. En tout cas, dans tous les cas, c'est fou à quel point le spectacle, juste dans la dernière semaine, a énormément évolué. Je le mentionne parce que je sais que des fois, les gens peut-être pensent que quand ils voient une première version en rodage, ils disent OK, ça va être à peu près ça. Puis c'est vrai que pour certains, c'est le cas, tu sais, surtout en stand-up plus classique, mais je pense que dans le genre de spectacle que je propose, ça a beaucoup évolué. Donc, bref, je vous invite fortement à venir voir ou revoir le spectacle intitulé Maintenant Super Normal. À l'époque, c'était SRR, c'était du rodage, et c'est une bonne métaphore du changement du spectacle. Il a vraiment pris une personnalité. Et je vous suggère de vous dépêcher. Si vous êtes peut-être même plus chanceux si vous écoutez ceci sur Patreon, parce qu'on me souffle à l'oreille que Montréal, le 26 mars, la première médiathèque, et celle à Québec, 2 jours plus tard, le 28, sont presque sold out. Donc, dépêchez-vous de ramasser un billet s'il en reste. Et si vous écoutez ceci public, eh bien les amis, c'est votre chance d'aller sur le davidbocage.com. Il y a quelques dates qui s'en viennent de Montréal, Québec évidemment, 26, 28, mais Brossard, la bonne Montérégie, 29 mars, j'y serai, Saint-Eustache, Valmorin, Sherbrooke, que j'adore évidemment, toujours un plaisir tout le temps à Sherbrooke, Granby, où j'avais été rodé il y a un certain moment, Saguenay, là, ça va être cool en tabarcu. Gatineau, toujours le feu à Gatineau. Évidemment, Valleyfield. Oui, messieurs, les régates seront présentes dans mon cœur le 17 octobre 2025. Tous les billets sont au davidbocage.com. Et peut-être, certains, je ne mentionne pas que vous allez venir pour ça, mais je fais également les premières parties à Louis-José Hood. Donc, cette semaine,
Parlant de Brossard, je serai à Brossard avec Louis-José au Théâtre Le Manuvie, anciennement l'Étoile. Et je le mentionne parce que si vous aimez Louis-José, il est présentement en train de finir cette petite tournée du show caché qui finalement aura été 1 an et demi. On pensait à la base ça allait être 3 mois finalement. Il aimait tellement le spectacle qui ouvre sur un petit peu sa paternité. Il est devenu père à 45 ans, je pense. Donc il revient sur toute cette aventure-là. Donc, si vous avez la chance de le voir, si vous voulez voir Louis-José avant qu'il passe à autre chose, c'est le moment, les amis. Parce que là, c'est vrai, c'est la dernière leg de la tournée, si on veut. Les dates sont sur le site de Louis-José. Puis après ça, il n'y aura plus de rajout. Là. C'est vraiment la fin de cette tournée. Intitulée « Tu n'es pas spécial ». Donc, beaucoup de discussions d'humour, mais rassurez-vous les amis, on arrive à l'épisode dès maintenant avec Carl Lavigne. Si vous pensiez que j'étais un féru ou un nerd de hockey, eh bien, je ne suis rien à côté de Carl, qui est surnommé l'historien du Canadien de Montréal par plusieurs. C'est un gars qui a travaillé comme archiviste pour le Canadien de Montréal, entre autres choses, qui a écrit plusieurs livres et qui est visiblement très clairement un passionné et un connaisseur. Et je trouve ça toujours le fun de retourner dans la portion plus d'aller dans la portion plus anthropologique du hockey historique, et c'était la parfaite personne avec qui faire ça. Là, faut juste que je retrouve à quelle date on a enregistré ça. Attention. C'était le 8 juillet 2024. Voilà. Donc, passez un très bel épisode, les amis. Je vous présente Carl Lavigne. Drette sur le tape. Avec David Bocage. J'étais à Vegas il n'y a pas longtemps, puis je parlais avec Luc Génion, on l'attendait pour rentrer dans la sphère. Oui, ça paraît que c'est cool, hein? Oui, c'est tout un look, là. Ouais. On est loin de Nashville, mettons, dans le look. Puis il me dit, Carl Lavigne. Ah non, c'est bon, tu vas avoir t'as assez de temps pour un podcast avec Carl. Ah, ça fait longtemps que... De toute façon, ça passe toujours très vite. Lui-même m'a dit quand il était passé, déjà fini. Ah oui. Et lui aussi, il y a des histoires en veux-tu en voilà, parce que oui. ça va venir, là. Écoute. Luc, c'est un gars d'histoire aussi. Et on a professionnel, personnel. Ça a été un bon épisode avec Luc. Ouais, c'est bien du fun parce que cet été, pas cet été au championnat mondial, il a fait Prague. Et, oui? Il capotait. Moi, je connais bien Prague. Oui. Et puis, je suis allé plusieurs fois, dont cette année 2 fois, par hasard. Et il virait fou de ça, mais c'est plus comme avant, là. Il y avait plus un gars de son puis un gars de caméra. Là. C'est lui qui faisait tout seul. C'est un one-man show à cette heure. Il n'y a plus d'argent pour 3, là. En télé, les budgets ont coupé. Ah oui. Fait qu'il était en Bermuda, mais en haut, il avait la cravate, le veston. Il a adoré Prague, il a capoté, mais sa blonde est allé le rejoindre, je pense. Ouais. Le outfit COVID, les gens télétravaillent, ils s'habillent en haut, mais ils sont en pyjama en bas. Ça c'est rendu pas mal la norme. Présentons ta personne aux gens qui écoutent, Carl, parce que t'as à peu près 8000 titres. On va essayer de commencer par un, parce que les gens disent historiens, archivistes. Comment tu décrirais, parce que tu as travaillé longtemps avec le Canadien de Montréal, comment tu décrirais ton titre, puis qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Ben écoute, tout est dans la vie, souvent, c'est une question de hasard. Alors moi, j'ai étudié en Europe, puis quand je suis revenu ici, je me cherchais un boulot comme n'importe qui. Et étant traducteur de profession, communicateur, il y a une petite boîte qui cherchait un rédacteur pour faire à l'époque le magazine Les Canadiens. Oui, j'étais abonné. Bon. Alors, t'as sûrement lu mes articles. Oui, que ça devait être dans les années, quoi, fin 90, début 2000? Non, ça a commencé en 86, le magazine des Canadiens. Le premier couverture, ça a été Patrick Roy avec le trophée Conn Smythe à la suite des éliminatoires en 86. Okay. Alors, eux m'ont donné ma chance, mais au bout de 1 an, la firme, donc FX Marketing, qui publiait le magazine, a travaillé avec des Canadiens, puis les Canadiens m'ont dit, pourquoi tu viens pas travailler directement avec nous? Fait que là, je me suis retrouvé à travailler avec des Canadiens. J'ai commencé à la base, là, à écrire des titres, puis des petits articles courts. Puis après, je suis devenu rédacteur principal, puis rédacteur en chef. Bon, tout ça, de fil en aiguille. J'ai fait 4 ans. D'un coup, Ottawa ramasse une franchise dans la Ligue nationale de hockey. Je ne croyais pas. 92, 80... En 93. 93. Ils ont eu l'approbation en 91, mais la première année, c'était en 92-93. Ah oui, c'est ça. Oui.
Alors... Juste avant Alexandre Daigle. Oui, un an avant. Oui, exact. Fait que... qui est d'ailleurs resté un ami, Alexandre. Il est venu, là, on a fait la 200e du podcast avec lui devant le public. Ah oui? Ah, ouais. Ah, il est tellement le fun. On monte de loin, puis je l'ai suivi, puis quand il me voit, il me dit « Ah, mon mentor! » Parce que oui? Ouais, quand il arrivait de Victoriaville. Ouais. Là-bas, il s'habillait dans une mercerie qu'on appelait à l'époque. Oui. Alors, ses vêtements, c'était tout un peu mercerie, c'était un peu mon oncle, si on veut, même s'il avait juste 18 ans. Et là, quand il est arrivé à Ottawa, j'ai dit, Alex, tu peux pas rester avec ça. Fait qu'on est allé magasiner un peu, tu sais. Alors, là, il s'est habillé un peu plus chic. Mais après ça a toujours été une carte de mode. Il faut dire qu'il y avait les moyens après qu'il y avait peut-être pas avant non plus. Il y avait le look de l'emploi aussi, mettons. Oui, tout à fait. Alors, je me présente à Ottawa, je fais ma première année. On me parle parce que c'est un marché bilingue, dit-on. Qui à Montréal, mais c'est un magazine, comme tu le sais, qui était bilingue. Mm-hmm. Alors, je me retrouve là, mais le bilinguisme, c'était pas fort. Il y avait la clientèle de Gatineau, mais la majorité de la clientèle, c'est les anglophones. Tout ça, j'ai bien aimé parce que, après s'être retrouvé avec des Canadiens où il y avait un budget, une histoire, une tradition, je te retrouve à Ottawa où il y a une certaine forme de tradition parce qu'il y a eu les sénateurs au début du siècle jusqu'en 1938. 32, pardon. Et après ça, il n'y a rien eu, mais il y a quand même eu du hockey. Alors, par contre, le propriétaire n'avait pas les poches très, très, très profondes. M. Firestone, c'était un gars qui utilisait l'argent des autres pour arriver à ses fins, comme plusieurs. Toujours est-il que j'ai quand même eu du plaisir. J'ai rencontré Alexandre, entre autres, Alfredson, plusieurs joueurs avec qui je suis resté ami. Et en 2000, je suis revenu à Montréal, puis j'ai retrouvé mon ancien poste. Sauf que là, il y avait une différence, c'est que, oui, je m'occupais encore du magazine puis de la photographie, c'est parce que j'étais rendu après 1 500 000 diapos dans la photothèque des Canadiens. Dans ce temps-là, c'est pas numérisé, hein, c'était des diapositives. Alors, tout ça. Mais là, c'est parce que on voyait ça venir, en tout cas moi, parce que je suis féru de hockey puis j'ai toujours suivi ça. Je voyais le centenaire qui était pas tellement loin, là. On était en 2000, puis c'était en 2009. Puis là, je regardais nos archives. Il n'y en avait pas beaucoup. Je regardais notre guide de presse, qui avait à peu près 240 pages. Mais là, il racontait pas toute notre histoire. Fait que je suis allé voir Pierre Boivin. J'ai dit, tu sais, ça a l'air loin, là, Pierre, là, 2009. Mais c'est pas si loin que ça. Tu sais, j'ai dit, il y a bien des choses qu'on a à faire. Puis là, j'ai donné ma liste. J'ai dit, entre autres, la guide de presse, on parle à peu près de 40 années, alors qu'on en a 100. On va en avoir 100. Alors, il faudrait peut-être... Bon, finalement, tout ça, pour faire une histoire courte, j'ai refait toutes les années entre 1909 et 1917, parce que c'est pas la Ligue nationale. C'est ça, le Canadien est plus vieux que la Ligue nationale de hockey. Oui. On a 8 ans de plus. Alors, il a fallu aller répertorier les 150 matchs qu'on a joués entre 1909 et 1917, les sommaires dans les journaux, la presse, le Devoir, le Herald et la Gazette. Alors, pour répertorier les sommaires de match, pour savoir qui avait marqué des buts, tout ça. Donc, j'ai recréé tout ça. Puis, j'ai tout mis ça dans le fameux guide de presse, qui est là rendu maintenant à 720 pages. Wow. Alors, c'est quand même une brique, mais j'étais content. C'est un peu mon héritage, si on veut, même si aujourd'hui, à ma grande déception, on ne publie plus de guide de presse, parce que l'Internet a changé la donne, où on peut trouver pas tout, presque tout, sur Internet. Mais sauf que le guide de presse avait l'avantage d'avoir toutes sortes de trucs. D'ailleurs, moi, je garde encore toutes les statistiques à savoir. Maintenant, on est rendu à 984 joueurs qui ont joué au moins un match. Alors, cette année, ça va monter un petit peu. Ouais. Fait qu'est-ce que vous gardez votre chiffre à jour quand il y a un nouveau joueur qui monte? Toujours. Je garde encore mes éphémérides. J'en ai plus que 8000. Les éphémérides étant ce qui s'est passé dans une journée donnée. Ouais. Alors, tous les jours de l'année, j'en ai pour tous les jours. Avant, c'était pas le cas. Mais depuis qu'on a eu la COVID puis du hockey au mois d'août, ça a rempli pas mal les 12 mois. Alors, j'ai des éphémérides comme ça qui s'échelonnent du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tout numérisé, c'est tout dans des banques de données c'est dans virtuelles. Tout ce que j'ai chez moi, parce que maintenant, je suis à mon compte, à savoir, je suis encore consultant. On m'appelle de temps en temps, parce que il n'y en a pas trouvé un vieux comme moi qui s'intéresse à ces choses-là. Donc, je suis encore en contact avec eux, je leur donne un coup de main à l'occasion. Fait que là, avec des Logan Mailloux, des Lane Hudson, ça a monté votre chiffre de joueurs... Tout à fait. On s'approche de 1000? On est à 16 joueurs de 1000. C'est peut-être il y a des années que ça monte plus que d'autres, parce que souvent on donne un essai. C'est des rappels, des blessés. Oui, c'est justement. C'est Lucas Condetta, pas tout le monde se rappelle de ça. Keith Kincaid, pas tout le monde se rappelle de ça. Les gardiens.
Donc, toutes ces choses-là, on oublie, il y en a tellement. Et c'est la même chose pour les buts. Je calcule les buts, mais pour les buts, le centième, le millième, le 10 millième, etc., etc. Sergei Berezin, je pense. Oui, mais le problème, c'est qu'on a le fait qu'on soit né avant la Ligue nationale. Oui. Ça cause un problème. Ça me fait 2 sets de chiffres. Donc, 2 ensembles de chiffres avant la Ligue et juste la Ligue. Donc, le 10 millième but, évidemment, on a compté sur les 150 matchs entre 1909 et 1917. Ben, il faut les tabuler aussi. Alors, j'ai oui, le 10 millième but, mais je spécifie toujours dans la Ligue nationale, ou le 10 millième but de tous les temps. All time. Donc, c'est tout le temps ça, avec quoi jouer. Mais je tiens encore à jour, à tous les matchs, le nombre de parties, le nombre de défaites, le nombre de victoires, le nombre de buts pour, buts contre, tout ça. Quand il y a des journalistes qui ont besoin d'informations spécifiques, ils vous appellent souvent, là, est-ce que c'est déjà arrivé que, par exemple, combien de fois un joueur a marqué un but à son premier match? Oui, tout à fait. Ça, c'est dans le guide, d'ailleurs. Je l'avais rajouté quand c'est arrivé. Une fois, parce que merci à tous ceux qui nous écrivaient. Quand on me demande quelque chose, ben je fais la recherche, puis je le garde après. Donc, je le publie dans le guide. Alors, il y a effectivement 7 ou 8 joueurs, à ma connaissance, je ferai le guide devant moi, qui ont marqué un but à leur premier match. Ouais. Il y en a un qui a marqué un but à ses 2 premiers matchs, à chacun des matchs. Marcel Ossa. Marcel Ossa, oui, je m'en souviens bien, le frère de l'autre. Oui. Alors, toutes ces choses-là, je garde ça. Puis d'ailleurs, justement, la semaine passée, puisque tu étais à Vegas, les Canadiens ont repêché Atos. Oui, Koivu. Et là, ça m'a donné une petite chose d'aller fouiller un peu. Puis combien de combinaisons père-fils qui ont été repêchées? Par la même organisation? Par les Canadiens. Oh, par les Canadiens. Oh, ben il y en a plusieurs, les Bouchard. Non, c'est le mot repêchage qui est important. Ah, parce que eux, c'est à l'époque. Il y a eu père-fils qui ont joué, effectivement, tu as tout à fait raison. Sauf que Pierre Émile n'a pas été repêché, et Pierre non plus, là. Tandis que Jean Roll, lui, a été repêché en 69, et son fils Jean-François en 90. Bob Gainey, son fils. Loin, mais Steve n'a pas joué. C'est vrai, il a juste joué dans la Ligue américaine. Oui. Ben, très bonne mémoire, très bon. Steve Gainey pensait à ça, là, mais non, effectivement, il n'a pas joué. L'autre, c'est Danny Geoffrion et son fils Blake. Oui, y a-tu joué pour le Canadien? Blake a joué 1 ou 2 matchs. Ah, son petit-fils. Danny a joué sous son père, malheureusement pour lui. Il a joué sous les ordres, parce que c'est compliqué, le père-fils, coacher son fils. Et il a joué sous les ordres de son père, Bernard. Et après ça, son fils Blake a été repêché, puis il a joué dans le match, je crois. Donc là, c'est drôle, c'est le grand-père et le petit-fils pour la même organisation. Ça, c'est plus que ça. C'est Morans, parce que Morans était le beau-père de Bernard Geoffrion. Ah, mon Dieu. Bernard Geoffrion a marié la fille de Harry Morans, qui dansait, elle, pour les Ice Capes. Ah, tiens. Ouais, ça fait 4 générations, quand même. Les Bordelot, le Paulin n'a pas joué, mais il a coaché Sébastien dans la Ligue américaine. Oui. C'est le plus proche qu'ils ont. Oui, il était dans la MH aussi, Paulin. Donc, il a coaché, il a coaché son fils aussi, mais c'était pas la Ligue nationale, c'était la MH. Exact. Ben, c'était, je sais, parce qu'il a joué aussi pour les Canucks de Vancouver, Paulin. Oui. Puis là, le petit-fils, Thomas, est avec les Sharks. Oui, Thomas avec les Sharks. Exact. Ça, tu arrives à 3 générations. C'est proche, quand même. Oui, c'est pas pire, quand même. Parce que les deux sont venus, Paulin et, en fait, les 3, Paulin, Tom et Sébastien sont venus au podcast à travers les années, puis il nous a conté ça. Sébastien, quand il jouait pour le club école du Canadien, le coach était Paulin. Oui. Et il y avait une fois où il manquait de joueurs et Paulin s'était habillé. Il avait comme 44 ans. Oui, mais il était capable. Je pense qu'il y avait comme un point par match dans les games qu'il a joué, et ça, même s'il était retraité. Non, je connais bien Sébastien. Comme je te dis, moi, je vais souvent en Europe pour le hockey. Et Sébastien a joué à Bienne pendant plusieurs années, avant de jouer à Berne, qui est juste à côté. Alors, comme je vais souvent en Suisse, j'ai beaucoup d'amis, quand on se voit, on parle de la Suisse, bien sûr. Oui, c'est Thomas me racontait qu'il a été élevé là, puis que pour lui, ça a été comme, peut-être à cause de ça qu'il est un joueur de hockey aujourd'hui, parce qu'il y avait plus de temps de glace, c'était beaucoup moins. Quand il est arrivé au Québec, il a vu l'espèce de hockey compétitif, puis lui, il avait jamais vu ça avant, l'intensité du hockey mineur québécois. Fait qu'il dit, je pense que je dois beaucoup à la Suisse. Quand même, le hockey en Suisse, c'est quand même assez fort. C'est moins compliqué qu'ici, où tu as 2 lettres, 3A, 2A, c'est B, B, C, C. On y perd son latin. Là-bas, c'est pas ça. C'est élite, c'est top, puis c'est le reste. Donc, tu as 3 niveaux. Comme tel. Le bassin de joueurs est trop petit. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que mes années à Ottawa, pour ça, c'était le centenaire. Et quelle période formidable ça a été pour les gens, mais surtout aussi pour les gens qui travaillaient avec les Canadiens. C'est comme ça, on a fait la fête pendant 3 ans. Mais il y avait un prix à payer. On faisait beaucoup d'heures. Mais c'était vraiment
C'est vraiment quelque chose, les chandails retirés, tout ça, les festivités, la place du centenaire. D'ailleurs, ça, c'est un peu mon héritage aussi. Quand on va à la place du centenaire, à côté du Centre Bell, il y a toutes ces pierres-là qui sont là. Il y en a, je pense que c'est 6 000 et quelques. Et tu as les 100 plus grands moments de l'histoire de l'équipe. Moi, j'avais soumis à Pierre Boivin et son équipe de comité, là, à peu près 300 grands moments. Il fallait choisir, tu sais. Ouais. Alors, ils en ont gardé les 100. Fait que ça, c'est un petit peu mon héritage aussi. Je suis encore sur les briques, là. C'est quoi quand t'es allé voir Pierre Boivin pour le centenaire, tu avais un plan de match, c'était quoi ton plan de match? C'est quoi que t'as soumis à Pierre comme? C'est de ne rien oublier de notre histoire. Puis c'est important parce que on était, évidemment, depuis 2000, t'as pas une grande équipe, les Canadiens, en termes de résultats. Ouais. Donc, il fallait se rabattre sur notre riche histoire et des grands moments. C'est encore pire aujourd'hui, parce que maintenant, ça fait 33 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe, 30 ans, 31 ans. Donc, il faut utiliser le passé, mais il faut pas en abuser non plus. Alors, mon plan de match, c'était d'être à jour surtout, de répertorier. Moi, pour l'équipe, là, chaque fois qu'il y avait un livre qui était publié sur le hockey, que ce soit en français, en anglais ou en d'autres langues, mais qui traitait des Canadiens, je l'achetais toujours pour la bibliothèque, si on veut, des Canadiens, au même titre que la musique. Tu sais, quand un fan écrivait puis il voulait savoir c'était quoi la musique, les questions viennent de partout, hein. Facile aujourd'hui par courriel d'envoyer une demande. Alors, dans le temps, il fallait prendre une enveloppe, une lettre, envoyer ça. Non, aujourd'hui, un courriel, ça fait l'affaire. Et donc, on me demande c'était qui le chanteur ou quand ont commencé, par exemple, l'interprétation des hymnes nationaux. Puis qui a été ou quelles personnes ont chanté ou interprété l'hymne national dans l'histoire des Canadiens à Montréal. Alors, évidemment, je connais pas tout ça par cœur. Charles Prévost. On connaît Roger Doucet, bon, tout ça. On connaît Ginette Renault, mais maintenant, il y en a tellement qui sont invités, il y a plus de chanteurs à Montréal attitrés. Alors, j'ai commencé à fouiller ça. Et puis, ouvrir un dossier. À chaque fois que je tombais sur une information dans un journal en cherchant d'autres choses, alors, c'est un peu comme ça que mes livres sont nés. C'est en cherchant quelque chose, je trouve d'autres choses. Voilà, je répertoriais ça. C'est un peu la même chose pour à peu près n'importe quoi. Dès que quelqu'un me demandait, dans le temps, dans les séries éliminatoires, on demandait, le hockey était diffusé aux États-Unis. Et il l'est encore aujourd'hui. Mais là, les commentateurs parlaient des Canadiens en parlant des Habs. Là, un paquet d'Américains, c'est quoi ça, les Habs? What are the Habs? Le lendemain matin, je recevais un paquet de courriels. Fait que là, j'ai créé un document qui expliquait en français et en anglais l'origine du mot Habs et pourquoi, qui, quand, comment. Et puis après ça, ce que j'ai fait, j'ai mis dans le guide de presse. Tout ce que je trouvais, que je faisais, je le mettais dans le guide de presse au profit de tout le monde. Mon seul regret, dans le fond, j'ai trouvé ça dommage qu'aucun éditeur ait eu l'idée ou nous ait approché pour publier le guide de presse dans toutes les bibliothèques, toutes les librairies du Québec. Moi, j'ai toujours été d'avis qu'il y en aurait vendu. Combien, je sais pas. Mais il y a des passionnés de hockey au Lac-Saint-Jean ou en Abitibi ou un peu partout. Il y en a. Puis je suis persuadé que ça serait bien vendu. C'est un document qui doit toujours être mis à jour aussi, j'imagine. Chaque année. Ouais. Chaque année. Tu parlais des Habs, les habitants. Beaucoup de gens pensent à tort que le H dans le logo du Canadien est pour habitants, mais c'est pas le cas. Non, pas du tout. C'est en fait pour hockey. Exact. Club hockey canadien. Exact. Mais ça a commencé en 1914, ça. Pour la première fois, le mot habitant a été utilisé dans le journal, en fait, le devoir, pour ne pas le nommer. Ah oui? Oui. C'est là que c'est né? Oui. Est-ce qu'on se souvient qui C'est un entrepreneur de New York, Tex Record, qui, lui, évidemment, il cherchait l'histoire des Canadiens, puis tout ça. Bon. Fait que là, on dit, ce sont les habitants. Puis en anglais, habitants, on s'entend que ça se dit pas très bien, non? Les habitants, whatever. Alors, ils ont dit, on va simplifier ça un peu. Alors, on a coupé ça à Habs. Et puis, c'est resté après. Est-ce que ça se voulait péjoratif à l'époque? Un peu, parce qu'on sait que à Montréal, il y avait 2 équipes dans ce temps-là. Les Maroons? Non, c'est Maroons est arrivé en 1924. OK, donc c'était... Avant, il y avait les Wanderers, qui ont été jusqu'en 1918. Lorsque leur domicile a passé au feu, ils sont disparus. Alors, eux avaient quand même commencé avant nous. Donc, il y avait 2 équipes à Montréal, les Wanderers et les Canadiens. Donc, c'était quoi? C'était de la lutte français-anglais. Et le club de hockey canadien, qui s'appelait, à sa première année, les Canadiens seulement. Ah oui? Oui. Ça a changé pour Club athlétique canadien après, pour ensuite devenir Club de hockey canadien. Il y a eu 3 séquences. Donc, les Canadiens devaient être des joueurs, tous des joueurs francophones.
n'a pas duré longtemps, ça. Ouais. Ça a duré 2 ans, puis ça, il y a un gars qui est arrivé qui s'appelle Rocket Powers. C'était pas trop francophone. Toujours est-il que ceux qui venaient encourager les Canadiens étaient souvent des agriculteurs, des habitants. Des habitants, oui. Voilà. Souvent habillés de leur chemise à carreaux, avec leur ceinture fléchée. Mon Dieu, mais on dirait que c'est écrit par des Français, tellement que c'est folklorique. C'était ça, parce que faut jamais oublier que l'équipe a été fondée sur la base, pas pour rien que l'uniforme, les couleurs étaient bleu, blanc, rouge. Ça rappelle un peu le drapeau de la France. Donc, c'est de là les origines. O'Brien avait pensé un peu à ça, et puis il a dit, ben, français, bleu, blanc, rouge, pas de l'allure. Et puis après ça, des joueurs canadiens français, dans le temps. Puis ça n'a pas duré, ça. Ça a changé après, mais quand même. Les couleurs des Wanderers étaient... Les Wanderers, c'était blanc avec un gros W sur l'uniforme. Donc, c'était seulement blanc et... Il y avait du rouge aussi, mais c'est un ou l'autre. C'est comme Détroit, si tu veux. Okay. Genre, tu sais. Okay. Là où les couleurs sont changées, quand tu me parlais des Maroons tout à l'heure, qui sont arrivés en 1924, et pour qui le forum a été bâti, pas été bâti pour les Canadiens. Donc, les Maroons sont arrivés, et puis le vrai nom des Maroons, c'était pas les Maroons, c'est le club de hockey de Montréal. The Montreal Hockey Club. Et ils se sont surnommés, ou fait surnommer les Maroons, parce que leur couleur était marron. Oui, voilà. de Bourgogne. Voilà. Alors, des fois, on ne le sait pas, on pensait que c'était les Maroons, mais non, les Maroons, c'était un sobriquet. OK, c'est populaire, finalement, qui a pris le dessus. Tout à fait. Puis c'est resté, on n'appelait jamais le club de hockey Montréal. Ça a toujours été les Maroons, quand on se parle. C'est comme nous autres, les Canadiens, le tricolore, la Sainte Flanelle, le bleu, blanc, rouge, tout ça. Puis en plus, ce sont des marques protégées. Ah oui, ils ont toutes le Canadien. Ben, en même temps, je suis pas surpris, c'est tellement une grosse corporation qui garde un c'est un portefeuille assez garni de droits d'auteur là-dessus. Toi, ça? Non, pas moi. Les Canadiens. J'ai compris, j'ai un portefeuille. Non, pas moi. De toute l'histoire du Canadien, je veux dire, tu la connais tellement bien. Quelle affaire de l'histoire du Canadien qui te passionne précisément, que tu trouves peut-être qu'on parle pas assez, ou des trucs, parce qu'on revient beaucoup aux mêmes affaires, tu sais, puis Maurice Richard, tout ça? Oui, c'est sûr qu'il faut suivre les 4 légendes, si on veut, pour les époques. Tu sais, Maurice, il n'y a rien qui vient à côté, si tu veux, Maurice Richard, de par la situation sociale. Ouais. Ça a changé la donne beaucoup. Tu sais, Guy Lafleur n'a pas été dans ces souliers-là parce que la société n'était pas la même. Moi, j'aime beaucoup les années, c'est plate à dire, mais c'est les années sombres des Canadiens de 1932 à 1943, alors qu'il n'y a pas eu de coupe. De 93 à aujourd'hui aussi. Ben, aussi. Moi, je pensais que tu allais me dire l'après Patrick Roy quand tu as dit les années sombres. C'est devenu, honnêtement, pour un gars de mon âge, c'est devenu quand même plus difficile aujourd'hui parce qu'il y a tellement de joueurs. Ouais. Non seulement avec les Canadiens, mais dans la Ligue. Dans le temps, il y avait 6 équipes. On ne pas la tête. Là. Il n'y avait pas 20 joueurs par équipe. Il y en avait 14, 16. Donc, c'était plus facile de connaître les noms. Mais c'est parce qu'il y a eu tellement d'anecdotes. Puis des fois, ça me ramène, des fois, j'aimerais appeler Pierre Boivin, même si c'est plus là, mais je parle de temps en temps à Jeff Molson et lui dire, tu sais, on a eu un petit problème, je pense. Comment ça se fait que le numéro 1 est retiré pour Vézina et Jacques Plante, mais il l'est pas pour Bill Durnan. Il a quand même gagné le trophée Vézina 7 ans sur 8. 6 ans sur 8, pardon. Sa carrière a été courte, comme celle de Dryden, mais elle a été bien garnie. Il y a moins de Coupe Stanley, mais il y en a quand même 2. Tu sais, c'était un gars dominant. C'était un gars qui était capitaine des Canadiens pour une courte période. Comme gardien? Oui. Un peu à la Roberto Luongo, c'est vrai. Oui, mais lui, c'était le dernier capitaine de la Ligue nationale à avoir le C sur son chandail. Ah oui, carrément. Faut faire attention, parce que Roberto, t'as raison, il était capitaine, mais il n'avait pas le C sur le chandail. Non, il n'avait pas le droit. Il l'avait sur son masque. Oui, sur son masque, sur le menton, mais oui, je pense. Voilà. Fait qu'il n'y avait pas le droit, non. Encore là, alentour de ça, il y a une histoire. Pourquoi est-ce que les gardiens n'ont plus eu le droit d'avoir le C? Oui, c'était quoi? Ce qui arrivait, c'est que Durnan n'était pas fou. Puis comme il n'y avait pas 20 joueurs, puis les joueurs devenaient fatigués un peu, lui, il voyait un peu quand son équipe était essoufflée. Alors, il prenait le temps, parce que seulement le capitaine avait le droit à l'époque, parce qu'il n'y avait même pas encore d'adjoint. Dans les années 40, début 40, il n'y avait pas d'adjoint. Alors, c'était le capitaine qui avait le droit d'aller parler aux officiels. Avec Durnan, il allait parler aux officiels, pendant que les joueurs se reposaient. Puis ils reprenaient leur souffle, puis là,
L'arbitre lui indiquait de retourner dans son filet, mais il avait gagné la minute ou les 2 minutes là, nécessaires pour que ses joueurs se reposent. Puis à la fin d'année, le bureau des gouverneurs en 43-44, non, c'est 46, parce que Toe Blake, lui, a pris la relève de Toe Blake qui était blessé, qui était le membre de la Punchline, le 3e membre de la Punchline. Ouais. Toe Blake a été blessé à la cheville, il n'est jamais revenu. Et pour ces quelques mois-là, c'est Bill Dernan qui a assumé le rôle de capitaine dans l'équipe. Alors, l'année suivante, les gouverneurs ont dit « Fini, les gardiens de but, comme capitaine. » Dernan lui fait le coup à chaque fois. Donc, bingo. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Ouais. Tu disais Vézina que son numéro était retiré, le numéro 1. Moi, je pensais que c'était juste Jacques Plante. Je savais pas que c'était Vézina aussi. Son nom est au plafond aussi? Oui. Ah, tu vois, moi, je pensais que c'était seulement Jacques Plante. J'ai jamais remarqué. Parce que des fois, je me mélange avec Vézina, son chandail est pas... Non, c'est pas ça, t'as raison, je m'excuse. Il est au Temple de la Renommée, il fait partie de la première cuvée au Temple de la Renommée, Vézina, mais son numéro n'est pas retiré. Le numéro 1 est retiré, mais pas pour Vézina, c'est juste pour Plante. Mon erreur. Et puis, parce que des fois, j'ai la même réaction pour d'autres joueurs dont le numéro aurait pu être retiré en même temps. Je fais référence aux 3 défenseurs. Le Big Three. Oui, Robinson, Lapointe. Moi, j'avais proposé de retirer les 3 d'un coup. Je trouvais que ça avait de l'allure. Mais mon idée n'a pas été retenue, donc ça a été fait séparément. Puis Guy, ça a été fait beaucoup plus tard. Il y avait eu un genre de différend avec l'organisation. Ouais. Là, ouais. Et puis, tu sais, c'est parce que moi j'étais impliqué dans les comparables. Il y avait à ce moment-là des choix à faire, tu sais, parce qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient éventuellement avoir le numéro tiré. Quand tu regardes un gars comme Steve Shutt qui a 400 buts, bon, c'est un candidat. Un gars comme Jacques Lemaire avec ses nombres, ses coupes Stanley, puis son travail en défensive et tout, c'est un candidat. Ouais. Alors, ça pourrait arriver, mais Guy, lui, il n'avait jamais été capitaine, il n'avait jamais eu de record, la Ligue de trophées, mais il y a un record des Canadiens, par exemple, et qu'il a encore. Et le plus grand nombre de buts dans une saison pour un défenseur. Ah oui, ça, c'est Guy Lapointe. Oui, monsieur. Fait que c'était combien, ça? 28. 28? Oui. Par un défenseur? Des Canadiens. Ah oui, Sheldon Surrey, il n'a pas fait plus que ça? Là, il était poche. Il était... 26, je pense. Ah, OK, c'est ça. Ce que j'allais dire, son année Subban n'a pas fait ça. Même Doug Harvey, tout ça, ça n'a pas fait ça. Non, Doug Harvey, c'était pas un marqueur. Hein? Il ramassait des passes, mais il était tellement dominant pour la fabricant de jeu. C'est plus ça, sa force. Wow. Mais c'était pas dans ce temps-là. Écoute, déjà, quand on avait Émile Bouchard sur la liste... Émile Bouchard d'un défenseur défensif. Alors, c'est pas dans la catégorie offensive qu'on allait le nommer. Ouais. Par contre, il avait gagné la Coupe Stanley 3 fois. Il avait été capitaine. Il n'y avait pas de trophée pour lui. Il aurait peut-être gagné le trophée Norris s'il en avait eu un, mais il n'avait pas. Alors, son palmarès était plutôt réduit. Et ce qui a fait en sorte que ça a pris tellement de temps. Et l'intervention de Ron Fournier pour que M. Bouchard soit finalement reconnu. Et Elmer Locke, d'ailleurs, aussi, qu'il y avait la polémique, parce qu'on disait dans ce temps-là, les journaux l'ont prouvé. Là, Pierre Boivin n'aimera pas. Mais on était dans l'erreur parce que le chandail de Elmer Locke a été honoré. Le même soir que le chandail de Henri Richard, qui est le même numéro, 16, a été, lui, retiré. Aurel Joliat, Jean Béliveau, même stratagème. Numéro 4. A été retiré pour Jean. Mais on a remis, ce soir-là, à Aurel Joliat un chandail numéro 4. Il y avait une nuance à lire entre les lignes, à être honoré, puis avoir un chandail retiré. Retiré, il fallait vraiment dire qu'il montait au plafond. Mais je m'excuse, mais avant de déménager au Centre Bell, les chandails retirés n'étaient pas au plafond. Ah non, c'était que les bannières de la Coupe Stanley. Ah! Pourtant, ça fait tellement partie de l'histoire. J'aurais pensé qu'il y a aussi le numéro 12 qui est retiré en double. Le 12, le 5. Oui, le 5, Geoffrion. La pointe Geoffrion. Et le 12 et le 16. Cournoyer et Desquimoire. Oui. Exact. Et le 16. Le 16, exactement. C'est pour ça que ça m'a fait penser. Et le 4, mais le 4, c'est pas officiel. Oui, c'est ça. Alors, Marc Defoy, journaliste bien connu au Journal de Montréal, a sorti la page frontispice de ses soirées d'honneur, où les joueurs de hockey, en l'occurrence Henri et Jean Béliveau, ont été à chacun leur tour honorés. Et c'est écrit chandail retiré, puis tu as les deux noms.
Mais c'est ça, c'est vraiment pointilleux. Ouais. Ça joue sur le fait que retirer puis honorer, c'est pas pareil. Puis retirer à Montréal, c'est pas comme retirer ailleurs. Toronto a eu longtemps cette affaire-là de chandail honoré, que le joueur pouvait quand même porter le numéro. Ça a changé ça. Quand ils ont eu leur centenaire, à leur tour, ils ont changé l'affaire. Et puis là, finalement, tous les chandails on parle de chandail retiré. Parce que dans le temps, le seul qui était retiré, là, c'était Bill Barilko, qui est disparu en 61 dans un accident d'avion. Alors. Ils ont dû retirer Matt Sundin depuis, j'imagine. Oh, tout ça, ce gang-là, après, exact. Ça a tout passé. Wendell Clark, Matt Sundin, Darryl Sittler. Je sais pas si on retirait Doug Gilmour. Sundin. Ça va venir. Je pensais à ça parce que, tu sais, il y a des organisations que, bon, notamment être retiré à Montréal, c'est plus difficile qu'ailleurs, là, tu sais. Je veux dire, si Sakou Koivu avait joué pour, je sais pas, vraiment n'importe quelle autre organisation, son chandail serait retiré. Montréal, c'est un degré de discuté plus élevé. Puis, je me suis posé la question récemment parce que le numéro 4 est retiré à Edmonton. Et Kevin Lowe. Oui. Et quand Taylor Hall est arrivé avec le numéro 4, Kevin Lowe, il a dit, tu peux jouer avec le numéro 4, ça ne me dérange pas. Puis il a joué avec le numéro 4, Taylor Hall. Puis je me suis demandé si un gars, mettons, comme Leon Draisaitl, qui a le numéro 29, avait l'opportunité de signer à Montréal comme agent libre, est-ce que Ken Dryden dirait... Ah oui, ou le Canadien. Je ne peux pas répondre pour Ken Dryden, évidemment. Ou pour le Canadien. Mais est-ce que l'organisation des Canadiens... Écoute, je vais donner un exemple dans mon dernier livre. L'exemple le plus probant, c'est Guy Lapointe. Guy Lapointe a terminé sa carrière vers la fin que les Canadiens, ça fonctionnait plus trop. Bref, on l'a échangé à Saint-Louis. Il a passé quelques mois là. Puis l'année d'après, c'est qu'il allait devenir sa dernière saison avec les Bruins de Boston. Alors, Guy Lapointe se présente à Boston, puis le trainer dit, quel numéro tu veux? Ben, je vais prendre le même numéro que j'ai toujours pris, là, le 5. Parfait. Il donne le 5. Fait que mon Guy Lapointe s'en va jouer avec le 5. Puis là, dans les estrades, la famille Clapper assiste au match des Bruins tout le temps. Comme l'ancienne grande vedette des années 30, des années 20. Avec les Bruins, Clapper, c'est un nom très connu à Boston, moins ici. Alors, ses petits-enfants, je sais pas trop, ils sont dans les estrades. Fait que là, ils ont dit, comment ça qu'il y a un numéro 5 sur la glace? Le chandail de mon père ou mon grand-père, il était retiré. Pend au plafond. Alors, c'est quoi, ils sont pleins à Harry Sinden dans le temps. Oui, à l'époque. Et à M. Jacobs pour dire que ça marche pas, là. Et puis là, ils ont réalisé l'erreur. L'erreur, c'est pas Guy, l'erreur, c'est le trainer des Bruins. Il ne connaissait pas trop son histoire. Oui, visiblement. Alors, oui. Alors, le numéro 5, finalement, Guy, le match d'après, il n'y avait plus le numéro 5. D'ailleurs, on a une caricature dans le livre là-dessus, et on a même remis un exemple de la caricature en lithographie à Guy Lapointe, parce qu'on trouvait ça trop drôle. Parce que, pour mentionner ton plus récent livre, parce qu'on va venir à tes livres, mais ça s'appelle Drôle de numéros, sur les raisons pour lesquelles les joueurs ont les numéros qu'ils ont en ce moment. Il y en a un qui est même relié au Canadien de Montréal. Quel est le dernier chiffre, le dernier numéro, disons, qui n'avait jamais été utilisé par aucun joueur de l'histoire, et ça s'est passé avec le Canadien dans les années 2000. Qui était-ce, Carl? Oui. Guillaume Latendresse, numéro 84. Exact. C'est un numéro qui n'avait jamais été porté. Puis là, quand on dit un numéro, 0 et double 0 compte aussi. Ah oui, hein? Double 0, là, il l'a plus, mais à l'époque, Davidson a eu double 0, Martin Biron a eu double 0. C'est vrai. Puis il y a eu Paul Bibeau avec le 0, puis Martin Biron avec le 0. Il y a même eu un joueur d'avant avec le 0. Ah oui? Oui, monsieur. Pour le Canadien, non? Non, dans la Ligue. C'était M. Neil Sheehy avec Calgary, puis il a joué aussi à Hartford. Et quand il a demandé pourquoi tu prends le numéro 0, ben, vous comprenez pas. Je dis, moi, mon nom de famille, je suis irlandais d'origine. Alors, Sheehy, quand on met un O, puis une virgule, ça fait O'Sheehy. Alors, dans le dos, il y a un 0, puis Sheehy, ça fait comme O'Sheehy. Alors, de là, le lien pour dire, hey, écoute bien, là, c'est mes origines irlandaises qui ressortent. Le livre relate, en fait, toutes les histoires de plusieurs numéros de joueurs de l'époque autant moderne. Tu sais, je vois Pierre-Luc Dubois, mais ça va jusqu'à Maurice Richard. Ça je la connaissais, Maurice, là, qui avait pas le 9 pour commencer. Je pense que c'était le 15, si je m'abuse. Le 15. Puis, c'est le poids de sa fille. Ben, parce que le 15 était blessé tout le temps. En plus. Le 9 était déjà porté. Alors, quand le joueur avec le numéro 9 est parti, je pense que c'est Baldwin McKay, mais je suis pas certain. Bref, Maurice, dans son anglais un peu raboteux, est allé voir Dick Irvin, puis il a dit, Mr. Irvin, me change number. Et puis, number 9. Fait que, parce que, évidemment, sa fille,
Pas Cécile, ça, c'est sa femme. Numéro 9, sa fille, son premier enfant, ouais, c'est ça, j'allais dire, a pesé 9 livres. Exactement, et ça a été le début de la légende. Dans toutes les histoires que tu as de chiffres, que on a quand même fait un livre complet, c'est quoi tes histoires préférées de numéros, de joueurs, ou celles qui t'ont le plus marqué? Écoute, ils sont tellement... J'aime beaucoup parce que, par exemple, des fois, peut-être parce que j'étais là, moi, à Ottawa, puis c'est pas un joueur très, très connu, Bruce Gardner. Il n'était pas capable de marquer, Bruce. C'était pas un marqueur naturel. Fait que il cherchait des moyens pour essayer de mettre la rondelle dans le but. Fait que finalement, Tom Chorsky a dit, écoute, tu mets pas ta palette dans la toilette. Ta palette dans la toilette? Ouais. Trempe ton bâton, la palette de ton bâton dans le bassin, dans la toilette, dans le bol. Ouais. Fait que mon Bruce, why not? Rendu là. Il est allé là, il a mis ça là-dedans. Et puis, il a scoré. Non. Fait qu'après ça, il a continué à le faire un certain temps. Mm-hmm. Sa carrière n'a pas été très, très, très longue, là, Bruce. mais j'étais là dans ce temps-là, puis je l'ai vu. Fait que ça m'a resté, c'est resté. Puis quand j'ai décidé de faire le livre, j'ai dit, coudonc. Il prenait tout ce qu'il pouvait pour compter. Le fameux 99 de Gretzky, est-ce que c'était... Parce que tu sais, c'est quand même incroyable que le meilleur joueur, statistiquement, avait le numéro le plus élevé possible. J'ai jamais vu un joueur de hockey, un athlète, avoir une carrière comme un script d'un film. Tu étais le 99, tu t'es retiré en 99. En tout cas, bref, il y a tellement de choses. Gretzky n'avait pas le 99 quand il jouait junior, au début. Puis même avant ça. Il y avait le 9. Parce que Gordie Howe, c'est son idole, a été au porté numéro 9. Mais quand il est arrivé junior à Sault-Sainte-Marie, le 9, c'était déjà pris par quelqu'un qui était capitaine, mais il ne voulait pas le laisser partir. Fait que Gretzky, ils ont donné 2-3 numéros. Il ne faisait pas l'affaire, il n'était pas à l'aise. Fait que, il l'a mis une fois, non, ça ne marche pas. L'autre fois, non, ça ne marche pas. Finalement, c'est son agent, je crois, Gus Badali, qui a dit, écoute, tu n'as pas le 9. C'est qui t'empêcherait de prendre 9-9? C'est OK. On va essayer ça. Fait qu'ils en ont parlé à l'équipe. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Alors là, ils ont donné le 9-9 et voilà. Le reste. Et l'histoire. Voilà. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est vrai que le 66 de Lemieux, c'est un genre de miroir de 99 de Gretzky? C'est vrai, ça? Ben oui, parce que lui, Gretzky était déjà un joueur... plus ou moins établi, mais déjà, il avait commencé à faire ses records quand on sait que Gretzky est arrivé en 79-80 lors de la fusion, puis Mario était repêché en 84. Donc, déjà, Gretzky s'imposait. 5 ans, Alors, Mario voulait sûrement pas copier un autre joueur, à risquer de se faire dire qu'il se prend pour Gretzky. Alors, justement, lui aussi, c'est avec la suggestion de son agent qu'il a décidé pourquoi pour virer ça en envers. Comme beaucoup de joueurs font, hein, quand un gars a un numéro comme le 27, par exemple, qui est pris ailleurs, il est interverti maintenant, puis il met le 72. Kovalev à Pittsburgh. C'est ça. Alors, c'est souvent le cas. C'était Donald Odette a fait ça aussi, 28, 82. Ouais. Ils sont nombreux à avoir fait ça. Il y a des fois qu'il y a des gars qui additionnent. Ah oui? Oui, c'est genre le 13, là, il prend le 4, oui, 3 moins 1, ça fait 4. 3 plus 1, ça fait 4. Absolument, 3 plus 1, ça fait 4. Fait que, toutes ces histoires-là de gars qui trouvent un moyen pour changer de numéro. Il y a les fameux cas maintenant où les joueurs sont plus ou moins rémunérés pour céder leur chandail. Oui, on se rappelle que Gallagher, c'était le 73 quand il est arrivé à Montréal. Puis quand il y a eu l'échange de Michael Ryder, qui est revenu à Montréal, en échange d'une montre ou d'un repas. Non, c'était un Rolex. Exact. Kovalchuk avait la même chose avec Kulak. Oui, exact, qui avait le 17 et qui est passé au 77. Oui. C'est intéressant de voir ça. C'est que moi, j'aimais bien Ovechkin parce que je trouvais ça intéressant, le fait que le 8, je me demandais pourquoi le 8, il n'a pas été repêché en 2008. Il y a pas, en tout cas, bref, il n'y avait rien qui matchait. C'est simplement parce que sa mère, qui jouait au basket avec l'équipe de l'URSS à l'époque, portait, elle, le numéro 8. Oui. Alors, il a carrément pris le numéro 8 qu'il a toujours gardé. Oui. D'ailleurs, pour d'autres, pour des raisons historiques, le 68 de Jagger, en référence à une époque l'invasion soviétique de Prague en 68. Exactement. Pour en souvenir de sa grand-mère. Exactement. Même récemment, on a vu Pierre-Luc Dubois changer de numéro. Lui, je pense qu'il avait le 18 avant, au début, avec National, dans ces eaux-là. Puis quand il y a eu le décès de... Il n'y a pas juste ça, il y a eu le gardien de but qui est décédé. C'est ça que je voulais dire, le décès du gardien des Blue Jackets. Oui.
Il a changé de numéro quand il est arrivé à Winnipeg. Exact, là, son nom m'échappe. Je pense à Elvis, qui est le goaler actuel des Blue Jackets. Mais en tout cas, bref, l'autre qui a décidé, il a changé pour le numéro 80. C'est ça. Et depuis qu'il a changé d'équipe, il a gardé le 80, même à Los Angeles. Non, on se demande des fois pourquoi. C'est intéressant. Dans le temps, la question se posait pas. Là. Il prenait ce qu'on lui donnait. Tu arrives dans le vestiaire. Oh, c'est ça ton numéro. OK. Ben, c'est ce qui est arrivé avec les Suzuki. Hein? Dans l'époque de Bergevin, le Suzuki avait jamais eu le 14. C'était, je pense, le 98, son chiffre. Ouais, ben, on n'était pas fort sur les gros chiffres à Montréal, mais c'est pas vrai, ça. Parce que t'avais eu Berezin, t'avais eu Perrault, t'avais eu Gilmore. Tous ces gars-là avaient des gros numéros. Exact. Je pense que eux, c'était avant Bergevin. Je pense que Bergevin, quand il était là, je pense qu'il aimait que les jeunes aient des chiffres plus bas. Ça me rappelle tellement Pierre Gauthier. Oui, parle-moi un peu de Pierre. Là, Pierre Gauthier, c'était, écoute, quand je le vois encore sur la passerelle de presse, là, quand j'y vais, puis lui, il est encore à l'œuvre avec les Blackhawks de Chicago pour répertorier le talent puis regarder les matchs professionnels. Oui, OK. Alors, Pierre, à Ottawa, quand il est arrivé là, ça a changé de poil pas mal, parce qu'il remplaçait Randy Sexton, parce que c'était une grosse différence. Et Pierre Gauthier, il y a des journées que, même s'il te connaissait, il te parlait pas, il te regardait même pas. Pourtant, la veille, on a pris un Coca-Cola ensemble, on avait jasé, parce que Pierre, il parlait de beaucoup, beaucoup de choses. Quand j'étais avec lui, jasé, on parlait jamais de hockey, on parlait de politique, on parlait de toutes sortes d'affaires. Alors, puis le lendemain, il pouvait passer à côté de moi sans rien me dire. Donc, moi, je le prenais pas personnel, je le connais comme ça. Toujours est-il que Pierre, lui, n'aimait pas les numéros trop élevés. Alors, Alexandre Daigle, on n'a pas le nommé, qui avait le 91, s'est retrouvé avec le 9. Ah ouais, hein? Après ça... ça, j'avais jamais su, ça, qu'il avait changé de numéro Alexandre Daigle à Ottawa. Radek Bank, pareil. Radek Bank, 74, il est obligé de changer. 14. Stan Nescash, qui avait 92, est obligé de changer. Tous ces gars-là qui avaient un haut numéro, Pierre, non, ça marche pas. Pierre aussi, il y avait une question d'orthographe au niveau des noms aussi. Oui. On s'est obstiné pas mal. Je pensais qu'il était pour me congédier. Parce que ça marche par phonétique. Notamment lorsque tu as un alphabet différent, notamment l'alphabet cyrillique, ça marche par son. Alors, dans le cas de Emeline, la manière que ça s'écrit, puis même la Fédération internationale de hockey, le son dans l'alphabet cyrillique, c'est Yé. Ça fait Yemeline. On l'appelait tout Yemeline. Mais Pierre, lui, moi je dis, on va mettre un Y. Il dit non. Je dis, comment non? Je dis, Pierre, c'est l'alphabet cyrillique phonétique. Non. Ben là, on va l'air fou parce qu'au niveau international, il en met un. Fait qu'il va s'appeler un nom quand il joue au niveau international, il y a un autre nom quand il joue avec nous, ça n'a pas d'allure. Je dis, non, on peut pas faire ça. Il dit, oui. Bon, là, j'ai arrêté, je commençais à sentir la soupe chaude. Je dis, OK, comme tu voudras. Alors, ça a été Emeline. Ça, c'est quand il était à Montréal. Oui, exact. Quand il est revenu à Montréal. Quand il est venu à Montréal après avoir été à Ottawa. C'est ça, Pierre Gauthier, on parle de ça. Parce que Yashin, par exemple, est-ce que ça veut dire que si Pierre Gauthier avait été là, il n'y aurait pas eu de Y à Yashin? Non, le son, c'est pas pareil. Okay. Ça ne marche pas de la même façon. Ce qui arrive, c'est que on a la preuve dans le journal Le Droit, par exemple, où les médias qui sont très portés sur le français, Le Droit n'écrivait jamais Yashin sans E. C'était Y-A-S-H-I, tréma, N-E, Yashin. OK. Ouais, selon l'alphabet cyrillique. Parce que sur son chandail, il n'y avait pas de E. Non, il n'avait pas. Okay. Mais dans les journaux, il l'avait. Ah, mon Dieu, combien d'orthographes peut-il avoir du même... lui, il en avait deux, ça. Parce que Alexei Yemelin, lui, qu'est-ce que ça lui faisait? Il y avait un tréma sur les... J'en foutais, je savais même pas ce que ça voulait dire. Il cherchait les mises en échec. C'est pas quelque chose qui le dérangeait, Alexis Yashin. Il n'y a pas grand-chose qui le dérangeait. Là. Yashin ou Yemelin, ça? Non, Yashin. Yashin, OK. Parce que Yemelin, quand Pierre Gauthier il a dit non, on va pas mettre de Y, c'est quelque chose qui a été... Dérangeait pas pantoute. Non, c'est ça. Lou Lamoriello a laissé aussi qu'il n'aimait pas les chiffres élevés à New Jersey, a fait exception à sa règle pour Jaromir Jagr, qui est le deuxième meilleur pointeur de l'histoire. Je veux dire, à un moment donné, peut-être laisse-le porter ça. Pour l'instant, il est deuxième. Non, il va rester deuxième. Ça va être difficile. Ovechkin va peut-être gagner pour les buts. Là. Il en reste 44. Mais c'est comme...
jouer avec des poils dans le visage avec Lou, ça marche pas non plus. Non, pas de... C'est pas pour rien que Patrick s'est rasé en arrivant là-bas. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on oublie, mais Patrick, tous les joueurs, les Cal Palmieri qui avaient des barbes énormes. Ça me rappelle tellement Boston, pas les Bruins, mais les Red Sox. Quand pas Matt Damon, mais le joueur de centre. Matt Damon vient de Boston, mais c'est un acteur. Ouais. Non, c'est le joueur de centre, là, numéro 5, qui était les cheveux longs puis barbu quand il jouait avec Randy Johnson. Avec les Red Sox, puis il est arrivé avec les Yankees, puis les poils ont passé par là. Ah ouais. Ouais. Et les règles. Pas de poils permis avec les Yankees. C'est pour dire, si vous êtes des fans d'histoire de numéros, le livre s'appelle Drôle de numéros, les secrets derrière les numéros des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Et il y a même des illustrations également qui sont faites par Frédéric Serre pour illustrer un petit peu les différentes blagues. Il est très talentueux. D'ailleurs, on travaille là, sur le prochain livre qui va ressembler un petit peu, parce qu'on a beaucoup aimé et les lecteurs, enfin, les consommateurs aussi, semble-t-il, le volet caricature. Oui. Qui vient enjoliver le livre et expliquer ouais. bien des choses. Et le prochain qui traite sur les superstitions des joueurs de hockey. Oui, hein, j'aime alors ça, il y en a une et une autre. Oui. Et il y en a des très loufoques. Ah oui, croyez-moi. Mais je te laisse nous mettre l'eau à la bouche. Qu'est-ce qui Écoute, il y a des joueurs, on soupçonnerait même pas. D'ailleurs, je parlais de Bruce Gardner tout à l'heure avec sa palette. Oui. Il y a d'autres joueurs, par exemple Gary Smith, je me trompe pas. Lui, il se déshabillait au complet entre chaque période. Il prenait une douche. Oh, Colin. Puis il se rhabillait. Ça, c'était pas pour des raisons de performance, c'était que de la superstition. Wow. Raymond Bourque changeait de lacet après chaque période. Ah oui? Il aurait passé 4000, selon mes calculs qu'on avait fait l'autre fois, le nombre de matchs qu'il a joué fois le nombre de paires de lacets, 4000 quelques paires de lacets dans sa carrière. OK, il a fait ça jusqu'à la fin, là. Tout le temps. Tabarouette, mais c'est parce que ça prend du temps, là. Non, pas long. Enlever les lacets, ça prend comme 30 secondes. En remettre d'autres, ça prend 1 minute et demie. On 15-16 minutes entre les deux. C'est pas un problème. Wow! Ouais. D'autres, c'est mettre de la poudre pour bébé avant de mettre le tape. Ouais, Wayne Gretzky faisait ça sur son... L'autre, bon, évidemment, on ne parlera pas de la bouffe qu'ils mangent avant. Là. Il y en a qui mangent toujours la même chose parce que ça a bien fonctionné. Ça, c'est tout le temps des trucs où... la tenue vestimentaire, ça aussi, c'est autre chose. Bon, on a vu Connor McDavid, il changeait plus de saut cette année en série quand il a commencé à gagner, puis il a amené jusqu'en Game 7. Ouais. Non, toutes les raisons au monde sont bonnes. Puis d'ailleurs, j'ai confié à Sylvain Guimont, que plusieurs connaissent. Oui, il est venu au podcast. Oui. Le plaisir, on va dire, d'écrire la préface du livre sur les superstitions pour savoir un peu comment on vient comme athlète, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas juste les joueurs de hockey qui sont superstitieux. Alors, comment on en vient à ça, puis comment est-ce qu'on devient accroché à ces fameuses superstitions. À un moment donné, ta superstition ne marche plus, puis ça fait 22 parties que tu gagnes pas, tu scores pas. À un moment donné, je vais chercher d'autres portes de sortie, puis dire, ben là, peut-être que je devrais regarder ailleurs. Ouais, la ligne entre le rituel et la superstition, à un moment donné, devient, est-ce que ça t'aide vraiment? Est-ce que ça... Ah oui. Ah oui, je me suis ramassé chez Sylvain pour le party de la Coupe Stanley de Nicolas Aubé-Cubel. C'est lui qui l'organisait dans sa cour. Sylvain. Fait qu'on s'était ramassé, puis j'étais dit, mais je te reconnais, toi. Puis il a dit, ben oui. Mais c'était chez lui. C'était dans sa cour à Sorel, il y a 2022. Fait que je me suis ramassé chez eux. Ouais. Il y a beaucoup de cœur dans son arc, Sylvain. Mais je pense que c'était la personne tout indiquée là, pour nous parler des raisons qui se cachent derrière ça. Les superstitions. Mais justement, pour les numéros, comme pour les superstitions, comment tu procèdes pour l'écriture du livre? Est-ce que les numéros, c'est que tu as déjà toutes les histoires d'accumuler dans les années? Ou tu dis, OK, ben là, je vais contacter les... Parce qu'il y en a qui sont connus, mettons, Crosby, c'est connu, il est né le 8/7/87, tu peux écrire là-dessus, mais est-ce que tu reach out, est-ce que tu contactes les gens? J'ai 3 méthodes. Une méthode où je garde tout le temps en lisant d'autres livres, parce que des livres de hockey, il y en a un puis un autre, j'en ai à peu près 300. Donc, quand je lis un livre puis je trouve quelque chose qui rapporte soit au numéro, aux superstitions, peu importe, j'extrais, je le transpose tout de suite, je le mets dans mon dossier. Classé. Après, si des gars auxquels j'ai accès, soit directement ou par le biais d'autres ou par le biais de l'organisation, de l'équipe, je peux le faire. Ça arrive des fois quand je veux être sûr. Et puis, le reste, c'est sûr qu'Internet, maintenant, chaque équipe a un site web. Et souvent, ce sont des sujets dont on traite
sur les sites web. Alors, on va demander aux joueurs, toi, c'est quoi ta superstition? Puis, bon, il va le dire. Alors, moi, je vais écouter ça, je le ramasse, et puis je l'enjolive, si tu veux. Alors, comme je disais, je suis pas un écrivain, je suis un recherchiste, puis je façonne tout ça pour rendre ça agréable. Puis après ça, ben, c'est à Frédéric et son talent de caricaturiste de faire le reste de la job. Je sais pas si tu connais le magazine en ligne athlétique, là, The Athletic, mais eux, souvent, ils font ça. Pour chaque équipe, à chaque année, ils passent chaque joueur par équipe. C'est pourquoi... Puis souvent, ils m'ont donné ça quand je suis arrivé, puis ça finit là. Mais, il y en a qui veulent carrément pas. Le Kucherov veut rien savoir. Expliquer pourquoi? Oui. Le 86... Son numéro, il voulait rien dire. Ah, OK. Le 86, il n'y a juste pas d'explication. C'est juste un chiffre qu'il aimait. Mais Vasilevski, pareil. 88. Il dit « It's my business ». Ben, là, je pense que ça rejoint ton autre livre des superstitions. Écoute, j'ai même appelé Julien Brisebois, qui est un ami à moi. Je ne demande pas de demander à Vasilevski de m'appeler, mais est-ce que toi, par exemple, tu le saurais? Puis c'est ça, fait que... Et il te dit, si je te le dis, faut que je te tue? Non, mais Julien, c'est un bon ami, puis c'est un gars extraordinaire, parce que, tu sais, un directeur général d'une équipe de hockey, on s'est connus avec les Canadiens, on était là pendant 10 ans, mais que lui, le lendemain d'avoir gagné la Coupe cette année, j'ai envoyé un texto pour qu'il me réponde. Moi, je suis nobody. Et puis, il me répond, il prend le temps de me répondre, merci, je te vois bientôt. J'ai trouvé ça extraordinaire. Pas tout le monde qui ferait ça. 2020 ou 21? Il y a 3 ans. Oui, donc 21, quand il a battu le Canadien, finalement. Ouais. Lui, il a commencé comme avec les Bulldogs de Hamilton à l'époque. Oui, ben au début, il l'a engagé pour son expertise légale. Oui. Et puis après ça, c'est Bob Gainey qui a donné sa chance. Ouais. Et puis, moi, quand je l'ai rencontré, ça n'a pas été long. J'ai dit, lui, un jour, va être dans la Ligue nationale, je ne sais pas quand, parce qu'il n'a pas joué. C'est que ça peut être plus long. Il n'y avait pas de contact au début. Exact. C'est ça, pour ça que la Ligue américaine, ben, il a rencontré des directeurs généraux là-dedans, des coachs, qui eux aussi ont gravi les échelons, qui eux aussi se sont retrouvés en position ailleurs. Puis lorsque Eisenman a eu l'occasion, après l'avoir rencontré, de lui donner sa chance dans la Ligue nationale, il l'a pas manqué. Puis c'est un gars très cartésien. On l'a vu un peu avec c'est Julien Brisebois tout craché, d'avoir réussi à pas manipuler, mais utiliser les règlements de la Ligue nationale concernant le plafond salarial à son avantage pour que ça fonctionne sans pour autant être illégal. Surtout l'échange de Sergachev, tu sais, c'est du Julien Brisebois tout craché au sens où lui, il gère un cassage, il gère des chiffres, fait que personne ne l'a vu venir, là, surtout pas Sergachev. Non, surtout pas Sergachev. Il est en train de sortir les vidanges, j'ai reçu un appel, tu sais, parce qu'il dit, bon, regarde-moi, oups, Singh Genzel, tu sais, personne n'avait vu venir, là, tu sais, dans les 48 heures avant que ça se fasse, personne ne savait que ça se ferait. Puis... Non, mais quand on a vu ce qu'il a fait après, on a compris. Oui, exact, il y avait des raisons. Découvrez l'humoriste David Bocage. Ah, David Bocage, l'humoriste. Détrompez-vous, il est complètement zinzin, celui-là. Il vient sur scène, fait des facéties, farce et attrape, et ce, à succession pendant plus d'1h15. Et ce, pour votre plus grand plaisir. Ah, David Bocage, un humoriste pas comme les autres. Découvrez-le sur scène et amusez-vous. Il sera en spectacle tout prochainement pour sa première médiatique à Montréal, le 26 mars au Club Soda. Également, première médiatique de Québec, au Grizzly Foz, un nom jeune. Également à Brossard, le lendemain, le 29 mars, pour les gens de la Rive-Sud. Ah, David Bocage. Il est complètement fou, celui-là. Certains diraient même qu'il en fume du bon. Allez, procurez-vous dès maintenant des billets au davidbocage.com avant qu'il soit trop tard. Ah, de retour à l'épisode. Fait que ça, c'était les numéros. On parlait de ça. Tu as aussi un autre livre qui s'intitule Glorieux d'un soir. Donc, ça, moi, j'ai mis quelques, tu vois, des signets, là, parce qu'il y en a une couple qui me rejoignent un peu. C'est un livre où tu répertories tous les joueurs qui ont joué seulement un match pour le Canadien de Montréal. Ouais. Il est déjà désuet, malheureusement, parce que dans le livre, il y en avait 57, puis depuis, qui a été publié il y a 3 ans, il y en a 3 autres.
qui ont joué juste un match, là, je pense que c'est Norlinder. Vas-tu rajouter à la réédition? Si jamais on réédite, je les rajouterai effectivement. Oui. J'ai l'information sur chacun de ces joueurs-là. Mais c'est un couteau à deux tranchants, ça, parce que dans la grande majorité des cas, peut-être pas pour toi, parce que quand tu sembles connaître beaucoup l'histoire du hockey, mais pour la plupart des gens, c'est tous des inconnus qui sont dans ce monde-là, puis ils ont joué un match. Jonas Nattinen, Thomas Volkan, là, Volkan qui a eu Volkan, on l'a connu après, il a eu une belle carrière comme Beauchemin, pareil. Corey Locke. Ouais. Moi, j'ai souvent les joueurs qui dominent la Ligue américaine, mais qui jouent pas à la Ligue nationale, j'appelle ça le syndrome Corey Locke. Il y a également, le plus connu, c'est Marc Denis, qui a quand même 20 minutes. Qui s'est fait un nom, exactement. Il y a aussi, c'était-tu Michaud ou Fichaud? Non, Olivier Michaud. Olivier Michaud également, le gardien. Fichaud, c'est un autre gardien de but. Mais bref, ça pour dire, il y en a une cinquantaine quand même qui ont connu. Sur les 57, je te dirais qu'il y en a peut-être 17 là, qui ont joué ailleurs. C'est ça, qui ont eu des carrières. Qui ont, comme beaucoup, une belle carrière. Puis Beauchemin, comme on le disait tout à l'heure, etc. Donc, il y a eu des exceptions. Il y en a d'autres qui ont roulé leur boss. Je pense à un Randy Exelby. Il a joué comme 2e, 3e, 4e gardien de but à droite, à gauche. Alors, ces gars-là ont quand même eu une carrière, sont retrouvés à droite, à gauche. Et d'autres, par contre, puis moi, évidemment, j'ai accès à toutes les feuilles de pointage qu'il y a eu dans l'histoire des Canadiens, leurs 7000 presque maintenant matchs. Mais dans le temps, c'était manuscrit. Aujourd'hui, c'est le fun, c'est direct. Oui, c'est virtuel, c'est incroyable. Dans le temps, c'est à la main, puis je vous annonce que ce sont pas toutes les personnes qui travaillent aux feuilles de pointage qui ont une belle écriture. Oui, une belle graphie. Mais quand tu proposes un livre comme ça, Glorieux d'un soir, les joueurs qui ont joué qui ont joué un match seulement, est-ce qu'on dit, là, c'est ben trop niché, Carl? Ou on dit, non, c'est le Canadien de Montréal, on imprime ça demain matin, let's go? Bon, moi, voilà, je rappelle ce que mon éditeur m'a dit. Lui était entiché par l'idée, mais c'est un amateur de hockey aussi. Lui, il trouvait, comme plusieurs que je connais, qui m'ont dit, hey, quelle bonne idée! Parce qu'à un moment donné, Maurice Richard, on connaît toute sa vie, là. Jean Béliveau aussi, Guy Lafleur aussi, donc tous ces gars-là. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas. Carrément pas. C'est l'inverse, en fait. C'est des gars qui ont joué seulement un match. C'est ça. C'est ça. Puis il y en a, c'est vraiment, comment dirais-je, quel malheur d'avoir joué un match, puis d'être après ça être vu relégué ailleurs pour des raisons totalement débiles. Il y a un des joueurs, je pense que c'est... il est sur la page frontispice, sa photo. Oh, juste ici, c'est ça? Oui. Et voilà. Voilà que je vais me rappeler le nom, là, parce qu'il est quand même pas très connu. Bref, lui, il a été rappelé des As de Québec, ou du Club de Québec. Ah oui. Et fait qu'il a joué son match. Et puis tout ça. Puis après le match qu'il a joué avec les Canadiens, on lui annonce que sa mère est décédée. Un gars de l'Ontario. Je pense que c'est McKay. Carl McKay. Je suis pas sûr. Non. Alors, bref, on lui annonce ça. Et là, il dit, oh, je vais chercher l'entraîneur. Le DG, il ne trouvait pas. Il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là. Hein? On parle des années 50. Alors, il a finalement rejoint le DG de son équipe à lui, donc, dans les mineurs. Ouais. Pour lui dire, écoute, je dois m'en aller, je dois quitter parce que ma mère est décédée, je vais aller m'occuper des funérailles. Hein? Il a dit, pense-y 2 fois. Si tu t'en vas aux funérailles, puis tu manques des matchs, tu ne joueras plus jamais dans la Ligue nationale. Il est allé aux funérailles, il n'a plus jamais joué dans la Ligue nationale. On parle de quelle époque, là? Ça, c'était les années 50. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que, je veux dire... Non, aujourd'hui, ça n'arriverait pas. Il donne congé au gars quand sa femme accouche. Non. Ouais, c'est ça. C'était vraiment diabolique. Quel genre de personne se dit, OK, je vais pas aller au funérailles de ma mère, là, je veux dire, rendu là. Ouais, puis tu sais, dans la vie, ça arrive, peu importe où tu travailles, puis quand tu joues au hockey, c'est pas tous les coachs qui aiment tous les joueurs. Là, il y en a, pas capable de le sentir, puis il va dire à son DG, ben lui, peux-tu m'en débarrasser? Ça marche pas. Ouais. Alors, est-ce que c'est cette histoire-là qui t'a le plus marqué de ce livre-là, de Glorieux? Oui, c'est celle-là qui m'a pas mal le plus marqué. Il y en a d'autres, c'est un peu différent. C'est comme on parle de Georges Vizina, mais il y a son frère Pierre. Il a joué un match, et puis... tu parles aussi du frère... Oh, excuse-moi, je t'ai... Non, vas-y. Oh non, Pierre, lui, il était invité à cause, justement, de Georges, avec les Canadiens. Puis dans ce temps-là, les Canadiens, traditionnellement, probablement à cause de Georges, allaient jouer un match au Lac-Saint-Jean, en début de saison. Ah, oui, hors concours. Et d'ailleurs, c'était comme ça que les Canadiens ont découvert, en fait, c'est Katarinic et les trois au début, Joe Katarinic et puis
l'autre Ça me dit gardien de rien. but. Bref, qui ont découvert Georges Vézina OK. au Lac-Saint-Jean. Puis ils ont signé un contrat. On n'était pas là en 1909-10, Georges n'était pas là. Il est arrivé en 10-11. OK. Puis Pierre est venu pour un match, puis il est retourné là-bas, puis il a continué à jouer au hockey après, mais au Lac-Saint-Jean. Il est devenu conseiller municipal. Puis après ça, il y a eu une entreprise là-bas. En tout cas, j'ai été aidé là-dessus par mon bon ami Michael Lalancette. Oui, ben, qui tu as écrit un livre sur Georges. Qui a écrit un livre sur Georges. On s'échangeait de l'information comme ça. Fait que on travaille un peu quand on a besoin l'un de l'autre. Lui aussi, il a quand même pas mal de fichiers. Ouais. Et, il roule pas mal. Il écrit un livre aussi sur les remparts. Ouais. C'est un jeune homme très, très prolifique qui connaît très bien son affaire. Oui, il est venu au podcast aussi. On a parlé aussi de l'histoire de la petite maison, la petite maison blanche. Là. Lui, il a écrit un livre, je pense, aussi sur l'inondation au Saguenay également. Il y a aussi le frère, je pense, de Larry Robinson, qui fait partie de ton livre, qui a joué seulement un match. Ouais, Mo. Il pensait Mo, parce qu'il habite pas tellement loin. Il habite près de Winchester, en Ontario. Il habite encore là. Et Larry était là, en tout cas, il a été rappelé pour jouer à Winnipeg. Le Canadien jouait à Winnipeg. Alors, il a réussi par tous les moyens de se rendre à Winnipeg. Dans ce temps-là, ça fait pas 50 ans, là. Ben, ça fait maintenant 40 ans, mais les avions, il y en avait, mais il n'y en avait pas des tonnes, et puis les correspondances, c'était pas facile. En tout cas, bref, il s'est rendu à temps à Winnipeg. Puis, pensant de jouer avec son frère, malheureusement, lui qui remplaçait, c'était son frère. Fait qu'il a remplacé Larry. Si tu regardes sur la feuille de pointage, c'est Larry qui est pas là. Et c'est Mo Robinson qui a joué un match qui n'est jamais revenu après. Ça a été son dernier match. Premier et son dernier. Il n'y avait pas le talent ou c'était... Ben écoute, les Canadiens l'ont bien nanti quand même. Hein? Si tu parles de l'époque de Robinson, tu vas dire, tu vas nommer Savard, tu vas nommer Engblom, tu vas nommer Nyrup, tu vas nommer... tu sais, c'est contingenté là, à la défensive. Tantôt, on parlait, ce que je viens de voir dans mes notes, on parlait des numéros retirés, comme quoi des fois tu fais de la consultation sur les joueurs. Tu as parlé de, par exemple, Durham. Bill Durham. Est-ce qu'un Carey Price, par exemple, avec tous les records qu'il y a, on peut penser qu'il risque de recevoir un appel? Je vois pas pourquoi non. C'est le seul critère auquel il répond pas, c'est la Coupe Stanley. Par contre, on s'entend qu'il a gagné aux Olympiques. Oui, puis aussi, Coupe Stanley à une époque différente. Là. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment l'organisation qui décidera au moment voulu. Puis c'est comme, comme je disais tout à l'heure, est-ce que Steve Shutt mérite d'avoir son chandail retiré? Est-ce que Toe Blake, parce qu'il y en a qui crient au meurtre, parce qu'il n'est pas retiré encore le numéro 6, quand même, au total, c'est 13 Coupes Stanley, joueur-entraîneur pour notre ami Toe Blake. Alors, mérite-t-il? Ça, c'est vraiment laissé à l'organisation. Tu sais, un gars comme Ed Giacomin, son numéro est retiré à New York. Si Ed Giacomin aime jouer à Montréal avec les chiffres qu'il y a, non. Ouais. Fait que c'est vraiment propre à chaque marché, puis propre aux décisions de l'équipe. Tu sais, des fois, parce qu'un joueur a joué longtemps, regarde les dernières années, tu as vu un Patrick Marleau, par exemple, dont le chandail a été retiré. Ken Daneyko. C'est ça, etc. Lui, c'est peut-être un grand joueur, pourtant on n'y pense pas beaucoup, pourtant il était solide en défensive avec Niedermayer pendant plusieurs années. Puis tu regardes des listes de certaines équipes, c'est un peu douteux. Bill Barilko, on n'est pas tellement nombreux à l'avoir vu jouer, il est décédé. Souvent, les joueurs décédés, leur numéro est retiré. Ouais, à Pittsburgh, Brière. Brière à Pittsburgh, tu as Lindbergh à Philadelphie, je pense que tu as Snyder à Atlanta, des choses comme ça. Donc, quand un joueur décède, Gassoff, par exemple, avec Saint-Louis. OK, je connais pas, lui. Bob Gassoff, mort en motocyclette. Je ne sais pas si à Caroline Chiasson a été retirée, je ne me rappelle pas. Parce qu'il y a des joueurs, des fois, qui sont intronisés au temple de la renommée du hockey, ce qui est quand même pas peu dire, puis qui sont quand même pas retirés de chandail par leur équipe. Je pense à un Guy Carbonneau. Oui, il y en a plusieurs. Tu sais, Guy Carbonneau est quand même au temple de la renommée du hockey. Oui, il a gagné une Coupe Stanley en fin de carrière à Dallas, mais je pense que c'est la majorité de son œuvre s'est faite à Montréal. Si tu es assez bon pour le temple de la renommée du hockey, est-ce que tu es assez bon pour être retiré par ton équipe? Encore là, faut comprendre que le temps de la renommée du hockey, c'est un comité. Il y a des candidatures qui sont soumises selon l'année d'admissibilité. Et puis là, ça dépend aussi des autres candidats. Puis il y en a, par exemple, lorsqu'on a retiré, on a intronisé Dick Duff au temple de la renommée à Toronto, les gens disent Dick Duff, c'est pas un nom qui saute aux yeux. Mais il a quand même gagné 8 Coupes Stanley, 4 avec 2 équipes. C'est pas rien, là. Non, il n'a pas gagné le championnat des pointeurs. Non, il n'a pas eu de trophée, tout ça, mais
au sein du comité, les discussions entre les membres, les 8 membres. Il y a des médias, il y a des administrateurs d'équipe et il y a des journalistes. Ouais. Okay. Donc, eux autres regardent les candidatures, puis ils décident. Puis, parce qu'ils n'en prennent pas 12 par année. Là. Non, mais ils en prennent le même nombre par année aussi. Pas toujours. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 4. Ah oui, la donne a changé maintenant un peu avec les dernières années en raison de l'arrivée, si on veut, du hockey féminin qui a pris sa place, sa juste place au Temple de la Renommée. Donc, à chaque année, tu as au moins une joueuse, une femme qui est intronisée. Donc, ça change un peu. Généralement, c'est 3. Des fois, c'est 4. Je le sais parce que tu me parlais, qu'est-ce que je fais dans le hockey? Ben, ça donne que je travaille au Temple de la Renommée du hockey à Toronto aussi. Ah oui? Je fais tout le français de toutes les plaques et les bas de vignettes qu'ils ont là-bas. Là. Okay. Je suis en train de traduire jusqu'à ce matin les gagnants des trophées en 2024. Ah, OK. Donc, tu es impliqué un autre coordonnateur. Ben, c'est toujours le même arc, hein? C'est toujours le hockey qui est l'arc, mais il y a une coupe de cordes dessus. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça pour dire, parce que je me disais ça l'autre jour par rapport à est-ce que il y a des années, des cordes plus faibles, ils se forcent à rentrer devant qu'une autre année ne serait pas rentrée, mais en même temps. C'est pas toujours les derniers retirés qui sont automatiquement intronisés. Des fois, on recule un peu, des fois. Ça fait longtemps que Mogilny revient à chaque année, puis bon, avec la situation en Russie en ce moment, on a l'impression que ça influence peut-être le vote, mais certains disent qu'il va finir par rentrer. Tu sais, Paul Kariya, ça a pris un certain nombre d'années. Ouais, il y en a plusieurs, comme notre ami Dino Ciccarelli, entre autres. Oui. Ça a pris plusieurs années. Pierre Turgeon, plus proche de chez nous. Pierre vient de rentrer, mais Pierre, t'es quoi, 1500 points dans le ça? Oui, 500 quelques buts, 515 buts. C'est une carrière quand même phénoménale, mais pas de Coupe Stanley, pas de grand trophée individuel. Pas de Coupe Stanley? Pierre Turgeon a gagné la Coupe Stanley? Ben, en 93, quand on a il était pas là. Non, c'est en 96, c'est pour la cérémonie de fermeture. Les cérémonies de fermeture. Oui, c'est ça, parce que Pierre n'a jamais gagné Coupe Stanley, ni Buffalo, ni Islanders, ni Saint-Louis, ni Colorado, ni Dallas. Non. Donc, c'était un affaire qui jouait un petit peu contre lui, mais quand même toute une carrière. Mais il faut toujours persévérer. Marianne Hossa en est la preuve. Marianne ou Marcel? Marianne. Okay. Marianne a été à la finale de la Coupe Stanley 4 années de suite. Les 2 années à Détroit, ça n'a pas marché. Il n'a pas gagné. Puis pourtant. En fait, à Pittsburgh, il n'a pas gagné. À Pittsburgh, à Détroit, il n'a pas gagné. Et puis c'était à Chicago qu'il a gagné. Exactement. 2 fois. Puis ça, c'était 2008, 9, 10. Puis c'est ça. T'as dit 4, mais je pense que c'est 3 fois de suite. 3. Parce que de 11, ça a été ben, y a pas, Boston. Non, mais avec pas de suite, c'est vrai. Mais Chicago, c'est quand même 2 fois. Ils ont gagné 3 en 5 ans, je pense. Fait que, il est maintenant un membre du temps. Oui, tout à fait. Un chic type. Marianne, il était à Ottawa quand j'étais là. Puis, oui. Très, très, très gentil. Tu parlais d'inverser les chiffres de 18 à 81. Lui, ça a été... mais lui, il a dû prendre sa retraite en raison d'une condition de peau. Oui. Il a développé une réaction allergique à son équipement. Oui. Mario Tremblay avait déjà eu quelque chose comme ça. Ah oui, hein? Oui, puis on pensait, jadis, parce que les chandails étaient en flanelle, c'est pas pour rien qu'on s'appelait la Sainte Flanelle. Oui. Alors, on pensait que c'était ça. Avec une forme d'urticaire, puis finalement, c'était pas ça. Tu sais, on se dit peut-être le sarron, lequel on lave les chandails. Ouais. Alors, ils ont réglé le problème. Aujourd'hui, les joueurs changent de chandail à chaque match, c'est réglé. Oui. Mais lui, il prenait une médication très importante, Marianne Hossa, pour contrer la réaction. Ouais. Il fallait qu'il aille faire des prises de sang à chaque semaine parce que ça jouait avec le foie. Puis à un moment donné, il a dit, là, ça n'a plus de bon sens. Il faisait même plus les pratiques tellement que c'était trop irritant. Non, mais il était quand même rendu pas mal à la fin. Là, tu sais, Marianne, oui, mais il y avait encore du gaz un petit peu là. Il aurait joué, je pense, quelques années de plus, mais... Il était fort. Il était physiquement très fort. Ah oui, c'était un grand aussi. Il n'avait pas l'air, mais il était très fort. Marianne Hossa, très bon joueur. Il y a une affaire aussi que je l'avais... Parce que tu parlais, toi... Tu parlais de chandail, tu as analysé tous les types de chandail du Canadien à travers les années, le collet qui change, le numéro, ça, des trucs que tu as observé puis que tu as répertorié. Puis il y a une fois, je pense qu'il y a une anecdote parce que je voulais que tu racontes par rapport à la bague de la Coupe Stanley, qui, à un moment donné, ils ont voulu remplacer la bague de la Coupe Stanley. C'est-tu 71, si je ne me trompe pas? Non. Tu te trompes pas pour l'année. Okay. Et tu te trompes pour le remplacement de la bague. En fait, quand ça dépend de ce que tu veux dire par remplacement, c'est que l'anecdote est la suivante. Oui. Je suis responsable de la photographie avec les Canadiens, un journaliste de Boston m'appelle, dit, écoute, on fait un reportage sur les bagues. Puis, entre parenthèses, c'est un de mes prochains livres, l'histoire de chaque bague. Ah oui? Comment elle est faite, combien d'or, etc.
à venir. Cela dit, alors il m'appelle, puis il me dit, est-ce que vous auriez une photo de la bague de 1971? Parce que lui voulait comparer, parce que Boston avait gagné l'année d'après. Alors, puis l'année d'avant. Donc, je dis, je t'envoie ça. Je riais déjà. Alors, je lui envoie la photo d'un téléviseur Philco. Il m'appelle, c'est quoi ça? Tu me niaises? Je dis, ben non, tu m'as demandé la bague de 71, je te l'ai envoyée. Fait qu'en 71, l'organisation avait décidé, c'était à la mode, le début des télécouleurs. Wow. Des gros meubles Philco. Alors, comme ils gagnaient souvent, on s'entend, déjà dans les années 60, ils avaient gagné 4, plus 70, ça fait 5. Alors, tu sais, bon, on va en gagner d'autres de toute façon, on va faire un changement. Alors, c'est là qu'ils ont remis un téléviseur couleur aux joueurs. Il y a des petites amulettes ou des trucs qui ont été faits pour les femmes des joueurs ou les femmes dans l'administration, mais il n'y a pas beaucoup d'images de ça. Mais les bagues comme telles, s'il y en a eu après, s'ils ont été faites, parce que Régent Roule porte sa bague de 71. Mais il n'y a pas eu de bague. 71, parce qu'il est allé à Québec après. Ouais. Fait qu'il n'y a pas eu une des Coupes Stanley dans les années 70, après son retour. Ouais. Donc, il en a manqué une. 73, il l'a manqué. Okay. Il était à Québec. Dans la MH. Oui. Tu allais faire son argent, puis il est revenu. Tu vas rire, là, mais il m'a confié là, que il a doublé son salaire quand il était à Montréal, à Québec. Puis c'est là qu'il a acheté sa première maison. Ben oui, c'est non négligeable quand même. Là, je veux dire, quand tu sais qu'une carrière ne dure pas éternellement. Hein. Passé de 140 à 280. Dans les années, on parle des années 70. Début 70, en 72. Tu sais, c'était pas des salaires qui étaient... 280 000, aujourd'hui, c'est bien gagné sa vie, mais dans les années 70, c'est comme... Non, c'est millionnaire. Hein, ouais. Fait que c'est... Moi, j'ai plusieurs listes chez moi de contrats comme ça. Chaque année, le payroll, comme on appelle. Oui. Les joueurs, jusqu'à 93, c'est vraiment ridicule. C'est là que ça a commencé en 93, à peu près là, avec le dévoilement des salaires de l'un puis de l'autre. Puis je te compare, puis je me regarde et tout ça. Alors là, ça a commencé à monter. Là. Et c'est sûr qu'il devait y avoir des... Si tu lisais, parce que moi, j'en avais vu sur Internet là, des années 70, parce que j'en parlais d'ailleurs à Anne-Renée Desbiens, qui était la dernière invitée assise à ta place. Elle avait pris une année sabbatique pour faire une maîtrise. J'ai dit, est-ce que tu savais que Ken Dryden a fait la même chose que toi? Tu sais, il y avait... Parce que les gens ne savent pas, mais Ken Dryden, dans ses années fumantes, il y en a une là-dedans qui n'a pas joué, si vous retournez voir, parce que pour des raisons de salaire. Il ne voulait pas le payer à l'époque. Bon, les agents, c'était pas pareil, mais il a dit parfait, je vais aller faire mon barreau. Oui. Le Canadien a été éliminé, je pense, en première ronde cette année-là. Et hop, il a reçu un coup de téléphone. Il est revenu à il y a eu une année comme apprenti, si on veut, dans une firme d'avocats à Toronto, puis à un salaire négligeable, mais il savait qu'il allait revenir. Dryden, c'est un individu, j'ai travaillé avec lui un peu sur... premièrement, c'est un orateur exceptionnel. Dans la catégorie des Obama, si on me le demande. Ah oui, tout à fait. On a vu quand Yvan Cournoyer, pas Yvan Cournoyer, mais quand Guy Lafleur est décédé, puis Jean Béliveau, surtout, est décédé. Ouais. C'était quelque chose. Alors, puis M. Dryden écrit très bien, écrit plusieurs livres. Oui, très bien. Oui, et on parlait, il avait fait un essai sur Flanders Field, le fameux poème qu'on retrouve dans le vestiaire des Canadiens. Ah, OK, je savais pas. Et puis, il a fait un ouvrage là-dessus, puis il m'avait consulté parce que j'avais des trucs à droite, à gauche. Là. Et avec mes recherches, j'avais trouvé, je lui ai confié après, c'est pas les premiers dictons, si tu veux, ou les phrases magiques qu'il y a eu dans le vestiaire des Canadiens. Dick Irvin, qui était coach dans les années 40, avait utilisé des phrases célèbres de coach de football. Ah. Ouais, mais j'ai pas d'image. J'ai jamais pu trouver d'image. Mais j'ai partagé ça avec Dave Stubbs, l'éminent rédacteur maintenant avec NHL.com. C'est un réseau, hein, tout le monde. On parlait tout à l'heure de Michael Lancette, Dave Stubbs est pareil. On partage beaucoup de choses. Lui, il y a énormément de choses aussi dans son musée chez lui. Personnellement. Alors, on échange des trucs comme ça. J'étais au retrait du chandail de Ken Dryden au Centre Bell avec mon père. Mon père l'a un peu connu en Angleterre quand il est parti écrire son livre de game. Puis après ça, à travers un petit peu la politique. Donc, c'est comme je dirais pas ami, là, c'est trop fort, mais mon père, lui, s'échange un peu à chaque année. Tu sais, il a été très
très aidant avec mon père quand il a fait un petit peu de politique pour lui donner des conseils. Voici comment ça se passe une campagne, tout ça. Puis, Écoute, il a fait plein de choses, Ken Dryden. Ah oui. Il était président des Maple Leafs. Oui, ça, on l'oublie. Oui, il a été aussi pas à l'Assemblée nationale, mais à la Chambre des communes. Oui, plusieurs mandats. Plusieurs mandats. Alors, non, écoute, il a fait des choses. Mon père l'a toujours dit, il y a une personne qui m'a appelé le lendemain parce qu'il avait perdu ses élections, puis il y a une personne qui m'a appelé le lendemain, c'est Ken Dryden. Il posait comment ça a été là-bas, puis qui avait été très, une belle attention quand même. Ouais, il y a un beau fait d'armes de Dryden, je devrais dire la famille Dryden, qui demeure à ce jour encore. La seule combinaison frère-frère à s'être affronté dans un match de Ligue nationale. Comme gardien de but. Oui. Il y en a eu plusieurs des frères, mais gardien de but, son frère Dave. Oui. Dave Dryden, pour les Sabres, je pense. Ouais. Mais c'est vrai, gardien, tu sais, des frères, il y en a eu plusieurs, mais gardien, ça me vient pas. Non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, hein? Non. Tu parlais tantôt, on parlait de Dryden parce que j'avais vu sur Internet, sur un forum, les salaires de l'époque. Puis Ken Dryden, je pense qu'on était dans les 375 000 ou quelque chose comme ça. Mais il y avait des gars, des fois, qui étaient des beaucoup moins grosses vedettes qui jouaient pour, je me souviens plus c'était qui, les Kings ou des équipes de l'Ouest qui avaient des salaires plus importants qu'un gars qui avait gagné des fois un Conn Smythe ou un Vizina. Oui, ça dépend des marchés, tout ça, faut pas oublier. Il y a des équipes pour attirer des joueurs. Tu sais, quand tu savais que Marcel Dionne allait à Los Angeles, il allait sûrement pas là pour gagner la Coupe Stanley. Là. Il allait là parce qu'il faisait beau, faisait chaud. Puis, il avait été repêché par eux aussi. Non, Détroit. Ah, c'est vrai, c'est les Red Wings. Ça Il a fait 3 ans, puis il s'est prévalu de son statut de joueur autonome, puis il est parti à Los Angeles. Fait qu'il y avait les avantages qui venaient avec. Y avait-tu des joueurs ou qui réussissaient à avoir des bons salaires, qui n'étaient pas nécessairement des grosses stars, tu sais? À l'époque, il n'y avait pas d'agent, c'était... Moi, écoute, selon ce que j'ai vu tout le temps, là, dans ces années-là, jusqu'à 93, là, rares étaient les gars qui avaient bien plus que 500 000. Ça, c'était duper. Là. C'était vraiment des maxima. Puis même à ça, tu fais un comparable, j'ai beaucoup un réseau de collectionneurs avec qui je travaille parce que les autres, ils collectionnent des trucs, donc des fois, c'est intéressant de pouvoir regarder, par exemple, des billets, des talons de billets au forum. Et tu regardes dans les années, même en 86, les billets pour assister à la finale de la Coupe Stanley à 25$. Wow. Alors, écoute, c'était vraiment... ça a monté d'un coup avec les salaires, tout ça. Là. Aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. C'est complètement le contraire. Ouais. Guy Lafleur, à l'époque, c'était pas un contrat d'1 million, mais pour 10 ans. Mais tu sais, c'était pas tant que ça. Oui, mais quand il a vu ce que Ken Dryden avait ramassé, après, il était en... Ouais, c'est ça. Mais as-tu fait réajuster son salaire? Ouais, mais il n'a jamais été payé à sa juste valeur, mais il était allé payer M. Pollock, c'était pas le plus généreux, disons. Il gérait un budget. Il a fait son argent avec beaucoup de la publicité, j'imagine, plus Guy, puis des trucs extra du hockey, mettons. Alors, Guy m'avait parlé de ça, que M. Pollock, c'était pas le plus généreux, mais dans ce sens-là, si quelqu'un a déjà vu le film ou lu le livre Net Worth, où on parle de ces directeurs généraux-là des époques des années 40, 50, 60, c'est les Jack Adams à Détroit et tous les autres, le Conn Smythe à Toronto, c'était vraiment des bandits. Oui, c'était le Net Worth relate la création de l'association des joueurs et pourquoi c'est important de se protéger. C'est un téléfilm, là, il y en a qui le cherchent. Moi, je pense que je l'avais vu sur YouTube dans les dernières années. Et oui, ça donne un autre point de vue sur ces noms-là qu'on connaît juste pour les trophées, qui étaient des individus... On devrait, d'ailleurs, j'allais te le mentionner, certains trophées devraient changer de nom. On n'a pas hésité à changer de nom pour le trophée Pearson, qui est devenu le trophée Ted Lindsay. C'était pourquoi? Pour quelle raison on avait changé le... Premièrement, Pearson n'a jamais joué au hockey, puis n'a jamais été associé au hockey. C'était un premier ministre. Un politicien. Alors, Ted Lindsay, alors que ça s'en vient avec le sujet qu'on parlait, c'est-à-dire que Ted Lindsay est un des initiateurs, fondateurs de l'Association des joueurs. Oui, c'est un peu pour ça aussi, mais il ne faut pas oublier que tous les trophées avant, ou à peu près, c'était des dons des personnes. Autrement dit, le trophée Vizina n'est pas apparu comme ça tout seul. Puis le trophée Hart a été donné par le docteur Cecil Hart. Après son décès, par son fils, je sais pas trop. Bref, c'est du trophée Hart. Les autres, Norris, parce qu'il était propriétaire des Red Wings, puis en partie des Blackhawks de Chicago. Mon Dieu, conflit d'intérêt. Après ça, t'as la même chose aussi avec Conn Smythe à Toronto. Selon moi,
Premièrement, les gens aujourd'hui ne les connaissent pas. Parlez-moi de M. Norris, je ne vais pas capable de me dire grand-chose. Ouais. Alors, pourquoi je ne pas changer de nom puis l'appeler le trophée Norris, le trophée Lidstrom ou le trophée Orr, peu importe, un ou l'autre. Puis le trophée, tu sais, le trophée Maurice Richard, il n'est pas apparu tout seul. C'est Ronald Coré qui est un fan fini de Maurice Richard, qui en a fait don à la Ligue nationale pour que, évidemment, on reconnaisse le meilleur buteur de l'équipe de la saison. Je m'en souviens encore, c'est 1999, la première fois qu'il a été remis. Voilà. À Timo Selänne. C'est ça. Alors, tu sais, c'est ces trophées-là. Je pense que l'heure est venue de mettre ça au goût du jour. Oui, au diapason. Puis d'honorer des joueurs qui ont joué plutôt que des propriétaires qui ont abusé, on va dire. Oui, complètement. Avant de te laisser partir, Carl, je voulais quand même discuter parce que en plus de tout ce que tu fais aussi une autre affaire que c'est Luc Gina qui m'a appris quand je t'avais eu, je ne savais même pas que c'est ça, mais tu organises aussi des voyages de hockey pour des ligues de garage. Ouais. Depuis combien de temps que tu fais ça? Écoute, ça fait 27 ans. OK, c'est pas d'hier, là. Non, c'est pas d'hier. Au début, c'était plus... Il y en avait moins parce que j'avais d'autres choses à faire, on s'entend. Oui. Que ce soit à Ottawa ou avec les Canadiens. Fait que mes premiers voyages, j'aime ça parce que j'ai étudié en Europe. Finalement, ça m'a fait un lien, si on veut. Il faut d'ailleurs dire qu'il y avait un musée à Montréal dont tu faisais des tours en allemand. Oui, je le fais encore. En allemand? Oui, quand c'est le tournoi Pee-Wee à Québec, il y a beaucoup d'équipes suisses, notamment germano-suisses, qui viennent. On salue Marc Streit. Oui. Et maintenant, plusieurs autres. On pense à Niederreiter, on pense à Abicher, on pense à... Ils sont nombreux, là. Ouais. Alors, donc, les petits Suisses allemands, il y a mieux ça en allemand. Alors, évidemment, la rhétorique change un peu. On ne met pas ça trop compliqué, pas trop de dates, rien, mais je la fais en allemand. Wow. Et les Suisses allemands, eux me comprennent très bien, là, mais moi, le Suisse allemand, c'est pas de l'allemand. C'est vraiment ce qu'on appelle Schweizerdeutsch. Et c'est pas la même chose. Bref, mais eux me comprennent très bien, puis c'est parfait. Alors, je m'amuse à faire ça, ça me pratique. Tout ça pour dire que, à l'occasion, même il y a des groupes adultes, le Centre Bell va m'appeler, on dit, serais-tu disponible pour faire une visite en allemand? Alors, je fais ça, j'ai accès à tout, le vestiaire. Wow. J'ai dans mes poches des bagues de la Coupe Stanley que je peux leur montrer, qu'est-ce que c'est, tout ça. À qui t'es volé, celle-là? Écoute, je vais être honnête, là, j'ai acheté, c'est pas des vrais. Par contre, je leur fais croire que c'est des vrais, j'échappe pas ça vaut 50 000. Mais ça vaut comme 20$ en Chine. Fait que j'en ai une collection, là, de... Ah, OK, c'est drôle. C'est justement pour mon livre sur les bagues de la Coupe Stanley. Ça me prenait des exemples, puis aussi de comparables. En tout cas, j'ai rendu que la bague de la Coupe Stanley, c'est plus juste l'extérieur. Qui compte, c'est l'intérieur, parce qu'on grave des choses à l'intérieur. Beaucoup de choses maintenant. Donc, revenons au voyage de hockey. Donc, je fais ça, sur une base maintenant beaucoup plus régulière. Oui. Il y a eu un petit hiatus durant la COVID où j'en ai pas fait pendant 2 ans. Mais là, tout le monde s'est passé le mot. Alors, depuis 13 mois, je suis allé 11 fois en Europe. 11 fois? Ouais. Parce que toi, c'est majoritairement en Europe, là? Oh, toujours. Donc, quels sont les locales? Je le fais au Canada aussi avec des équipes européennes. OK. Et on va à Toronto, Kingston, Ottawa, Montréal, Québec. Quelles sont les destinations primées en Europe là, que tu fais? Écoute, ça varie, mais l'Allemagne est une destination primée pour plusieurs raisons. C'est que c'est à proximité de d'autres pays. Donc, c'est plus facile de dire on va aller passer la journée en Tchéquie, par exemple. On va passer la journée en Autriche. On va aller, peu importe. Il y a aussi beaucoup d'équipes professionnelles parce que j'aime beaucoup les amener voir un match. Oui, la DEL, par exemple. Voilà. Les matchs de la Bundesliga ou même la deuxième ligue, c'est pas vraiment pour le spectacle de hockey, quoi, qui est très bon. L'année passée, j'ai vu le jeune Odette là, qui n'est plus à Lausanne, qui est parti à Ambry, je crois. Enfin bref, c'est l'ambiance qu'il y a là-dedans. Et mon bon ami Pierre Allard, un ancien des Canadiens aussi, qui est assistant coach à Munich avec le Red Bull. Okay. Alors, d'ailleurs, je serai là, j'ai eu le calendrier la semaine passée, je serai là avec un groupe au mois d'octobre, le 6 octobre, il joue contre Cologne avec Clément Jaudoin. Comme coach? Assistant coach. Ah, Cologne, qui est la ville de Leon Draisaitl, d'ailleurs. Oui, OK, donc on revoit des noms familiers. Oui, tout à fait. Alors, oui, je fais ces voyages-là. Il y a du hockey en Espagne, les gens ne savent pas, mais j'ai un circuit, là, Bordeaux-Barcelone, qui est formidable, pas juste pour le hockey, parce qu'on joue au hockey en Espagne, on joue à Bordeaux, on joue à Anglette, on joue à San Sebastian, on joue à Puigcerdá, Pays Basque. On joue même à Andorre.
En haut, c'est une principauté, comme on le sait, où tu places ton argent. Ah oui. Et oui. Ça, faut en avoir. Moi, je suis pas rendu là. on finit à Barcelone. Mais t'as mentionné les Pays-Basques. Ceux qui connaissent un peu les Pays-Basques, la bouffe qu'il y a là, c'est incroyable. Ah oui, c'est hallucinant. On parle pas des vignobles de Bordeaux, en plus. Alors, c'est un beau circuit pour les adultes, ça. Je reviens il y a 2 mois là, d'un circuit Tchéquie. Allemagne avec des jeunes de Terre-Neuve, quand même 50 quelques personnes. Donc, je fais ça sur une base régulière. Les gens aiment beaucoup la Suisse parce que, évidemment, il y a une proximité au niveau linguistique. En Allemagne, ça parle anglais parce qu'il n'y a pas grand monde qui comprend l'allemand ici. C'est pour ça que je suis toujours de la partie parce que je parle allemand, donc ça va. Il y a tellement de beaux endroits à l'Italie aussi, c'est formidable. Le hockey en Italie, comment ça se passe? Ça se passe bien, surtout au nord, c'est dans les Dolomites. Alors, tout ce qui est au nord de Milan. Alors, on joue à Varese, on joue à Bolzano, Merano, Vipiteno, Catania d'Ampezzo, des choses comme ça. Et après ça, il y en a un tournoi à Rome, mais c'est parce qu'entre Rome et Milan, il n'y a rien. Ah, c'est ça, OK. En termes de hockey, je parle. C'est quoi les destinations les plus surprenantes, genre, où tu vas, où les gens ne se doutent pas qu'il y a du hockey? Surprenante, ben, s'il faut prendre le mot à la lettre surprenante, les circuits scandinaves sont très différents des autres. Dans quel sens? Au sens où, premièrement, tu n'as pas d'autobus comme tel, parce que le déplacement qui se fait généralement, parce qu'on fait Finlande, Estonie, Suède, le déplacement, il se fait la nuit en bateau. Alors, on fait la fête sur le bateau de croisière. Wow. Tu n'as pas l'impression de bouger. Ouais. Fait que, parce que des fois, par exemple, je sais pas, en Allemagne, si je te dis on va jouer à Berlin puis on va jouer à Munich, c'est quand même 550 km. Alors ça, il faut le faire, mais je le fais pas d'une tête, là. Moi, vous me payez pas votre voyage pour faire de l'autobus. Alors, les distances sont courtes. Ouais. C'est pour ça que la Bavière est extraordinaire, parce que j'ai une 40aine d'équipes de toutes les catégories. À proximité les unes des autres. En Europe, tu fais pas 5 km sans avoir un autre village. Hein? Ouais. C'est pas Drummondville, Victoriaville. Non. Alors, pour toutes ces raisons-là, la Suisse est magnifique en raison, bien sûr, des Alpes. Elles sont toutes intéressantes. Le dernier que j'ai fait avec un groupe de Québec était, soit dit en passant, leur 6e voyage en Europe. Ils sont rendus dans la soixantaine et plus. Le plus vieux a 71 ans. Wow. Et ça joue encore. Alors, on a joué 2 matchs aux Pays-Bas. On a joué un match en Belgique. Puis après ça, on a fini ça en Angleterre. On a joué à Oxford. Wow! Mais là, attends, plusieurs choses. Où en Belgique? Moi, ma sœur est à Leuven. On a joué, c'est pas tellement loin, c'est Liège, en fait, ça, en français. Nous, on a joué à Anvers. OK, Anvers, ben oui, absolument. Puis Oxford, moi, mon père est à Cambridge, donc il jouait dans l'équipe contre Oxford. C'est la grosse rivalité. Ben oui, exact. Mon père était le capitaine de Cambridge, c'est son fait d'armes. Écoute, Oxford, c'était des étudiants. T'as des gens dans mi-vingtaine, il y avait des filles aussi jusqu'à 30 ans, mais tu sais, nous autres, on sait jouer au hockey, les gars de 58, 60, 63 ans, et le gars de 71 ans. Ouais. Mais plus le cardio. Non, on n'a pas plus là, mais ça savent jouer, ça savent faire des passes, ça. Alors que l'autre bord, il y avait du cardio, mais il manquait beaucoup d'autres choses. Tellement que ça a fait un match assez serré. Ah oui, bon, tu vois. Malgré tout. Ah, c'est super. Malgré tout. Puis en Scandinavie, la beauté de ça, c'est que c'est un des rares pays où, en fait, le regroupement de pays, c'est là où tu as un bassin de joueurs aussi dans la cinquantaine, soixantaine, 70 ans. Eux aussi ont des ligues de garage de vieux. Ouais, en ce qui n'est pas le cas. J'ai des super équipes en Suisse, mais elles sont tout le temps plus jeunes que nos équipes. Mon prochain voyage est le mois prochain, dans 2 mois, en Suisse. Les gars ont 50 quelques. Là-bas, ils ont 38, 40, 45. Mais leur niveau de jeu n'est pas élevé. Ça fait tout le temps des matchs assez serrés, 5-4, 6-3, dépendamment. On joue pour le plaisir. Ben oui. Et puis le plaisir, c'est d'aller prendre une bière ensemble après, ou manger une fondue ou une raclette. Puis en Allemagne, on prend même de la bière sur le banc des joueurs avec eux autres. Ben oui, j'espère. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Je te crois. Sur 25, 24, en tout cas plus années, 27 de voyagement, de voyage de hockey en Europe, c'est sûr que ça vient avec des anecdotes, là, je veux dire, t'as dû vivre des choses. Oui, il y en a eu une et puis une autre. C'est souvent des anecdotes, on en rit après. Mais j'ai jamais... C'est pas vrai. J'ai perdu une personne une fois. Bon, j'écoute. Je vais m'avouer, je suis pas parfait. Fait que non, c'est un voyage, c'est un groupe de la région d'Ottawa. Et on se déplaçait, on arrivait à Munich. C'était le premier jour. Alors, parents et enfants.
Donc, on se réunit toutes pas loin de l'Opéra à Munich, bon, on sait à peu près où c'est. Et là, on n'a pas le temps de faire le compte. D'habitude, on fait le compte dans l'autobus, c'est 1, 2, 3, 4. Et là, c'est le premier jour, on n'est pas habitué, puis on est pressé. Alors, tout le monde est là. Oui, OK, tout le monde est là, vous êtes sûr? Oui, OK. On part. Et on s'en va à Kempten. Kempten, pour vous situer, là, c'est à peu près à 90 km au sud de Munich. Oui, quand même. Oui. Et on arrive à Kempten. Et là, il y a une jeune fille qui vient me voir, elle dit, mon père est pas là. Je dis, pardon? Elle dit, mon père est pas là. Je dis, il est où? Alors, il était resté à Munich, évidemment, parce qu'il n'avait pas dit à personne, mais il était allé à la toilette. Alors, quand on est parti, il était encore dans la toilette. Tiens. Alors, on a réussi par trouver son numéro cellulaire. Ouais. On l'a appelé. Fait que là, j'ai pris au téléphone. Je dis, t'es où? Il dit, à la même place que vous m'avez laissé, devant le McDonald's, à côté de l'Opéra. OK. Y a-tu un taxi pas loin? Il dit, oui. Je vais le voir. Donne-lui ton téléphone, je vais y parler. Fait que là, je parle au chauffeur de taxi. J'ai dit, écoute, peux-tu, en allemand? J'ai dit, peux-tu venir porter cette personne où nous sommes, à Kempten? Il me dit, c'est où, Kempten? C'est dans ton pays, 90 km au sud. Combien ça coûte? Fait qu'il dit 400 €. Donc, 650 piastres, à peu près. Pas bien le choix, hein? Ouais. Alors, tout le monde s'est cotisé 1 € là, 5 € là, 3, whatever. Puis on est arrivé après à 300, whatever, euros. J'ai payé la balance, évidemment. Dans un sens, c'était un peu de ma faute, parce que je l'assumais, mais j'aurais aimé ça, quelqu'un me dit, hey, mon père n'est pas ici, on part pas. Toujours est-il que... Alors, il est arrivé, on l'attendait avec une grosse bière bien fraîche. Puis là, lui se sentait mal à l'aise. Nous sentions également mal à l'aise. Ouais. Et il me dit, la beauté de l'affaire, ce que je vais retenir, c'est que ça m'a permis de rouler à 170 sur l'autoroute. Ah, c'est vrai, en Allemagne, il n'y a pas de limite. Ben, pas partout, là, mais oui, sur des tronçons d'autoroute, il n'y a pas de limite de vitesse. Oh my God, j'avais oublié ça. Alors, dans son taxi Mercedes, la grande majorité des taxis, c'est des taxis Mercedes. Là. Wow. J'aurais pensé Vaux, mais... Non. Bottom line, ça, c'est la police, c'est tout en BMW. Ah oui? Les taxis, c'est en Mercedes. C'est subventionné. Volkswagen, c'est pas de gamme. Ah, OK. Ouais. Alors, c'est ça, donc, c'est mon anecdote. la plus juteuse, on va dire. Carl, ça tire à sa fin. T'as déjà, j'allais te demander, mais tu en as déjà mentionné tes prochains projets. Livre sur les superstitions on peut attendre quoi à partir de 2024, 2025? 2025 probablement plus, parce que je commence à avoir beaucoup de voyages, alors ça devient difficile. Si les gens veulent te contacter pour des voyages, où est-ce qu'ils font ça? Écoute, l'agence avec qui je suis, ça s'appelle Maison de voyage, ou mieux encore en anglais, ça se dit mieux, c'est House of Travel. OK. HOT.ca. HOT pour House of Travel. Et c'est ça, sinon, on me rejoint par là, mais sinon, ils t'appellent, puis tu me reviens. Eux, ça, l'agence, eux, t'appellent? Non, toi. Ah oui, OK. Ils t'appellent toi. Puis ils m'appellent moi. OK, je vais te les référer, oui, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont pensé. On parle tous des boys, là. Oui, c'est ça, les boys 2. Ouais, mais moi, quand je rencontre les gars, ils me disent un voyage comme les boys. Non. Pas en tout. Moi, mon autobus, il est là. Mon hôtel, il est réservé. Mon équipement, ça ne le fera pas voler. Ton équipement, ça ne le fera pas voler. Ça pas vendu pour de la poudre? Il y a des nuances. Donc, mais par contre, lorsqu'on va à Chamonix, et ça sera le cas au mois de septembre, j'amène les gars devant l'hôtel où les boys ont couché, évidemment, à Chamonix. Et ça se prononce Chamonix. Grand Prix. Je vais au Grand Prix. Carl, merci énormément. Pour ceux qui se demandent, tes livres sont disponibles en librairie. Glorieux d'un soir, drôle de numéro, il y en a d'autres qui s'en viennent. Il y en a un qu'on n'a pas parlé, mais 2021, une année folle, une année complètement folle, chronique, une année complètement folle sur la saison, mon Dieu, comment dire, inexplicable du Canadien qui les a menés en finale. Je l'explique, moi, comment ça s'est passé, justement parce que c'était Est-ce que j'ai le temps de raconter une anecdote? Oui. Le livre Chronique d'une année complètement folle ne devait pas s'appeler comme ça. Le livre devait s'appeler Enfin la 25e. Et je m'étais plus optimiste. Les Canadiens ont été rendus en 2e ronde, 3e ronde, on gagne contre Kansas, pas Kansas City, mais contre Vegas. Ouais. Alors, ça y est, on est parti pour la gloire, là, c'est sûr. C'est la 25e qui s'en vient. Alors, je prépare tous mes trucs, j'avais quand même préparé tout ça. Et là, on se fait éliminer. Bon. On ne va même pas jeter ça aux poubelles, tout le travail que j'ai fait.
Et subséquemment, au cours des semaines et des mois, il se passait un paquet de trucs assez bizarres. Puis là, je fais référence à le recrutement de Logan Mayou, par exemple. Oui, l'été 2021. Après ça, on parlait des problèmes de santé mentale de Carey Price ou de problèmes de consommation. Après ça, c'était Jonathan Drouin. Après ça, c'était les territoires autochtones. Après ça, c'était d'autres choses. Après Shea ça, Weber a pris sa retraite. Ducharme a perdu sa job. Bergevin a Après perdu sa job. c'est ça, Bergevin, Ducharme et d'autres à l'intérieur de l'organisation, plusieurs même. Je mets les noms dans mon livre. Et il y a une chronologie, si on veut, de tous les cas de COVID au Québec au quotidien. Alors, tout ce qui s'est passé pendant un an au quotidien en termes de résultats des Canadiens et de choses qui se sont passées. Et également de cas de COVID, où est-ce qu'on se situait, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de matchs dans des salles vides. Oui. Surtout en finale de la Coupe Stanley. C'était à Edmonton, dans la bulle. C'était très réduit, même quand on était en finale contre Tampa Bay. C'était pas... Fait que tout ça a fait en sorte que je trouvais ça vraiment bizarre, que ça soit tout ça. Donc, autrement dit, on était parti de la finale de la Coupe Stanley, même si on a perdu en 5 contre Tampa Bay, pour arriver à quasiment 32e, 31e au classement. On appelle ça prendre une débarque. Alors, en fait, certains diraient que même si c'était pas de la COVID, on serait pas en finale parce que ça donne lieu à un format. Donc, c'est comme une année vraiment unique. Là, tu sais. Et ça fait en sorte que pour la seule et unique fois de notre histoire, ça changera jamais, à moins de je sais pas quoi, qu'on aura gagné le trophée du président. Ah, comment ça? Je comprends pas. Attends. Parce que ça, c'est attribué à l'équipe de l'Ouest. Ah oui, parce et que la manière que c'est vrai, quand je dis... Oui, je comprends ce que tu veux dire. En gagnant notre conférence, si tu veux, mais d'une manière un peu négative. On a été récompensés avec le trophée du président, ce qui n'arrivera plus jamais. Non, c'est ça, parce que c'était juste en cas de COVID. Bref, ça pour dire que c'est une année qui quand même qui a été bien relatée, je pense que ça a une espèce de valeur anthropologique, ce livre-là, parce que on va regarder ça dans... ça fait déjà 3 ans, mais quand on regarde 5, 15, 20 ans, ah oui, l'année de la finale, mon Dieu. Ça m'a ramené justement à faire des petites des entrevues, en fait, juste pendant la COVID, sur la fois précédente où il y avait eu justement une pandémie qui avait changé un peu la donne, c'est-à-dire la seule année où la Coupe Stanley n'a pas été octroyée à personne, à cause de la grippe espagnole en 1919. Oui, 19. Et les Canadiens étaient évidemment impliqués là-dedans parce qu'on a un joueur qui est mort de la pandémie pendant la finale dans l'Ouest. De 1919, ça? C'était qui? Joe Hall. Ah oui? Bad Joe Hall. Le surnom. Oui. Wow. Écoute, pour revenir de Seattle, c'était la finale, on a laissé son cercueil en Saskatchewan. Ça sonne comme une chanson des trois accords. C'est de là qui était originaire. Alors, il y a 2 gars de l'équipe, là, je pense que c'est Newsy Lalonde puis un autre. Bref, ils sont restés là avec le cercueil pour aller le porter à la famille. Et les autres sont venus à Montréal. C'est un long trajet là, en train jusqu'à Seattle, écoute. La chanson Saskatchewan des trois accords, c'est « J'ai laissé ma femme en Saskatchewan », puis ils ont laissé le cercueil en Saskatchewan. Ouais. Je peux pas penser à un meilleur mot de la fin. Merci énormément pour ton temps, Carl. Merci de tout ça. S'il y en a qui veulent aller voir ses livres, ils sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. Carl Lavigne, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. C'était super le fun. Merci beaucoup. Plaisir. Merci énormément à Carl Lavigne d'être passé me jaser. Ça a été un réel plaisir. Je remercie également l'équipe de Red Tape. J'ai nommé Fred Levac, montage, jingle. Également mademoiselle, devrais-je dire, Amélia Maguire, Saint-Onge, au booking. Et à toutes. Merci Amélia. Je vous souhaite une magnifique semaine, les amis. Profitez-en. C'est le Four Nations. It's Christmas, sweet baby doll. Okay, have a good one. Bye-bye now.